waaw sunu gan a ngi noonu Mangone Ndiaye jóge fële ca Taïba Santhie ñëw di def benn synthèse bu am solo ci wàllu philosophe toujours da ngay def synthèse ci am solo ci wàllu philo yëkkati labaar bi waaw maa ngi sant sunu gan a ngi noonu Mangone Ndiaye jóge fële ca Taïba Santhie di professeur philo ñëw fii pour baaxee les élèves de terminal élèves de terminal mu bëgg leen a defal benn synthèse ci wàllu philo waaw Mangone mi ngi nii kenn ku nekk xam ko vraiment muy koo xamante ni ku jàmbaar la Mangone ñu ngi lay dalal jàmm. yaakaar naa loolu il fallait que ma wax ko ci olof parce que ay nuyoo la ay sant la ay voilà salutation kon di daaneel foofu sama kàddu rek dégg nga dal lay delloo micro bi ñàkkul ni xëj na am nga question boo bëgg a posé ni ma gisee ngay muuñee nii na question boo xam di ma ko posé xam naa ni moom ma di la delloo micro bi rek merci beaucoup. Merci monsieur Mangone Ndiaye professeur en philosophie fële ci lycée Sandiara ci présentation bu am solo bi ak rappel bi nga def aussi ak ñaan yi nga doore ci jëmm ji fi bàyyi ko di Cheikh Diop nekkan ko am taxawaay nekkan patriote bu engagé ci wàllum développement comme ni nga ko ñaanale rek noonu la ñuy continuer di ko ñaanal yàlla yërëm ko xare ko àjjana di féliciter aussi tamit comme ni nga ko waxee mouvement ànd defar Taïba bi nga xam ne ñoo initié synthèse philosophie bi jaarale ko ci yow nga ñëw pour baaxe ko say doom baaxe ko say élèves waaye aussi tamit jàppale ko communauté bi nga xam ne ñoo nekk ci communauté Taïba surtout les candidats kon noonu la ñuy commencé dugg ci waxtaan bi monsieur Mangone ku ko xam ci expérience am ci wàllum philosophie waaye ku ko xam aussi tamit ci engagement am ci taxawaayam waaye ci ay réponses am yu pertinentes depuis groupe des leaders dama koy suivre ay testam wax dëgg yàlla benn du ma ci raw xam naa monsieur Mangone dañuy dugg ci question yi rek ndax am na ci ay internautes wala ay candidats yoo xam ni peut-être dina am loo xam ne ni bëgg nañ koo xam monsieur Mangone, nous voulons savoir qu'est-ce que c'est que la philosophie. C'est notre première question. Okay. Je commencerai tout d'abord par remercier El Hadji Mboup et donc répondre à sa question qu'il m'a posée tout à l'heure, en laquelle qu'est-ce que la philosophie? Mais avant de répondre à votre question, j'aimerais un peu peut-être lancer un message à la jeunesse africaine. Nous sommes dans un monde où actuellement la politique de la souveraineté domine. Que donc les peuples aspirent à se diriger eux-mêmes, n'est-ce pas, sans pour autant dépendre de quelconque, n'est-ce pas, force extérieure, autrement dit donc les lobbies étrangères, à savoir l'Occident, n'est-ce pas, et ses corollaires. Ouais, à savoir également le FMI et la Banque mondiale, n'est-ce pas? Et donc actuellement, on est appelé à s'auto-diriger, à s'auto-gérer. Rappelez aussi également que le Sénégal est un pays uni et indivisible et que donc personne ne viendra ici au Sénégal nous développer notre pays. C'est à nous, en tout cas, de développer ce cher pays-là que nous partageons tous. Et sous ce rapport, nous ne pouvons pas faire cela sans pour autant que nous ayons quand même courage à nous-mêmes, que nous nous aimons nous-mêmes et que donc nous ayons confiance en nous-mêmes. Et je pense que c'est ça l'essentiel. L'Afrique a longtemps souffert, n'est-ce pas, donc de ce qu'on appelle la colonisation, et ce peut-être depuis 1492, à ce que je pourrais appeler donc la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, n'est-ce pas? Et donc à partir de ce moment-là, l'Occident n'a jamais cessé en tout cas de dominer les peuples africains et asiatiques, ce qu'on pourrait appeler peut-être le tiers-monde, n'est-ce pas, dans sa globalité. Et sous ce rapport, depuis 510 ans, je dis, depuis 510 ans, à l'époque où peut-être on découvrait donc l'Amérique par Christophe Colomb, n'est-ce pas, on a cessé de dominer, de commettre donc des exactions à l'endroit des peuples amérindiens. D'ailleurs même, il y a un excellent film qu'on appelle, n'est-ce pas, La controverse de Valladolid, qui est une parfaite illustration donc de ce qui se passait donc dans cette zone du monde, n'est-ce pas, qu'on appelle donc l'Amérique, anciennement parlant. Ouais. Et donc sous ce rapport,
Depuis l'époque, on n'avait pas considéré l'Indien comme étant, n'est-ce pas, un être doué de raison, n'est-ce pas. On le considérait, n'est-ce pas, comme un animal. Et donc, lorsque peut-être ce débat-là a eu lieu entre deux éminents professeurs, à savoir Sepulveda et encore Bartholomé, n'est-ce pas, débat en laquelle Bartholomé défendait Mordicus, le peuple amérindien, n'est-ce pas, à cause des exactions que ce peuple-là a vécues, n'est-ce pas, de la part donc des Espagnols. Et sur ce rapport, lorsque peut-être ce débat-là a tiré à sa fin, on est convenu qu'effectivement, par la reconnaissance de l'Église, n'est-ce pas, que donc l'homme, n'est-ce pas, l'Amérindien est un homme comme tous les autres hommes, n'est-ce pas. L'Amérindien est un être doué de raison et qu'il avait donc la capacité, n'est-ce pas, de se faire valoir en tant qu'humanité, n'est-ce pas. Mais après, peut-être qu'on a cessé, n'est-ce pas, cette colonisation-là au peuple amérindien. On est passé directement à l'Afrique, n'est-ce pas, pour pouvoir maintenant coloniser notre cher continent. Et depuis lors, maintenant, on a vécu cette colonisation-là et on est resté donc dans les vestiges de cette colonisation. Et c'est la raison pour laquelle maintenant que l'Occident a toujours considéré que la connaissance sonne blanche. La connaissance ne sonne pas blanche. La connaissance, elle est unique. Seulement les langues selon lesquelles on véhicule cette connaissance-là sont différentes. Et sous ce rapport, tout peuple, n'est-ce pas, qui dispose de ce qu'on pourrait appeler une cosmogonie, n'est-ce pas, dispose également d'une connaissance, ce qu'on pourrait appeler donc en philosophie la vision du monde. Et donc chaque peuple ayant, n'est-ce pas, cette vision du monde-là, dispose du coup, n'est-ce pas, d'une philosophie et donc d'un mode de vie. La philosophie n'est rien d'autre qu'un mode de vie. Et donc, c'était un bref rappel que j'étais donc tenté donc d'amener pour galvaniser les peuples africains, de compter en tout cas sur eux-mêmes, de pouvoir développer en tout cas leur pays, leur continent, etc. Voilà. Maintenant, pour revenir à ta question, qu'est-ce que la philosophie? C'est une question très embarrassante, une question très difficile à répondre. En tout cas, si j'avais une seule réponse à te poser et qui serait la réponse peut-être la plus juste, c'est je ne sais pas moi-même ce que c'est que la philosophie. En tout cas, pour vous dire sincèrement parlant, moi-même qui vous parle en tant que peut-être professeur de philosophie, je ne sais pas ce que c'est que la philosophie, n'est-ce pas? Alors, on avait posé cette question-là à un professeur qui s'appelait Jules Lachelier, qui servait à Toulouse, n'est-ce pas, en France. Ses élèves lui avaient posé la question de savoir, Michel Lachelier, qu'est-ce que la philosophie? Il disait que je ne sais pas. Une question très bizarre et qui suscitait donc le désarroi de la part de ses élèves qui étaient extrêmement inquiets. Comment un professeur S-philosophie affecté dans une école de la France, censé faire apprendre à ses élèves la philosophie, on lui pose la question, il dit je ne sais pas. N'est-ce pas? Ouais. Mais il faut regarder sa réponse dans plusieurs angles. Non seulement ce professeur Jules Lachelier est en train donc de nous plonger dans les moments où Socrate, n'est-ce pas, avait été désigné par l'oracle de Delphes comme étant, n'est-ce pas, le savant, comme étant le savant. Lorsqu'il a été désigné par l'oracle de Delphes comme étant l'homme le plus sage de la cité, il disait tout simplement, pour répondre à cet oracle-là, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. N'est-ce pas? Alors, Jules Lachelier, à travers cette réponse, nous rappelle cette histoire de Socrate. Mais nous rappelle également que le philosophe, c'est l'homme qui se doit d'être humble, que même s'il sait, s'il connaît, n'est-ce pas, doit se dire qu'en tout cas, doit se dire qu'il ne sait rien. Et c'est ce qu'on appelle donc la reconnaissance de son ignorance. Et la reconnaissance de son ignorance fait partie, n'est-ce pas, d'une très bonne disposition à vouloir, n'est-ce pas, découvrir la connaissance par la recherche et en se posant des questions, n'est-ce pas. Mais également aussi que cette réponse, même si Socrate disait que donc je ne sais, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, tout le monde savait que Socrate savait quelque chose, il savait. Mais il voulait montrer, donner un exemple aux gens que donc même si l'on sait, on doit sans cesse se remettre en question. Ce qui veut dire quoi? Que donc la philosophie est une remise en question perpétuelle qui commence d'abord par le doute.
qui doit commencer donc par le doute, n'est-ce pas? Et donc vraiment, cela, c'était vraiment la véritable réponse, n'est-ce pas, qu'on pouvait s'attendre à quelqu'un à qui on a posé donc cette question-là. Mais nous allons donc remonter dans une histoire très ancienne donc de la philosophie, parce que la philosophie aussi a une histoire, n'est-ce pas? D'abord, définir la philosophie, il n'y a pas mieux de commencer par ce qu'on appelle la définition étymologique. C'est-à-dire que lorsque vous voyez le mot philosophie, qui est constitué donc de deux termes, philos et sophia. Ouais. Philos qui veut dire philéine, qui veut dire amour, n'est-ce pas? Et sophia qui veut dire sagesse, qui veut dire connaissance, qui veut dire savoir, n'est-ce pas? D'où, n'est-ce pas, la définition de la philosophie, l'amour comme étant l'amour de la sagesse. Donc la philosophie, étymologiquement parlant, est définie comme étant l'amour de la sagesse. Oui. Ouais. C'est la définition, n'est-ce pas, qu'on pourrait peut-être appeler la définition passe-partout, mais qui permettrait peut-être aux novices de savoir en réalité par où commencer s'ils se mettaient donc à découvrir, n'est-ce pas, ce concept, à définir donc la philosophie. Ouais. Alors, mais quand même, il y a une histoire qui tourne autour donc de ce concept, c'est-à-dire qu'on pourrait appeler donc la philosophie. Donc, nous ne pouvons pas peut-être définir un terme valablement sans pour autant peut-être remonter, vous voyez, à une certaine histoire dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ses origines, n'est-ce pas? Et en plus que donc, pour pouvoir définir un concept, il faut, n'est-ce pas, savoir ce que c'est réellement ce concept. Il y a quelqu'un qui disait que la philosophie, c'est ce qu'elle n'est pas, mais elle ne sait pas ce qu'elle est. La philosophie, c'est ce qu'elle n'est pas, mais elle ne sait pas ce qu'elle est. N'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que cela veut dire que la philosophie ne sait pas ce qu'elle ne sait pas? C'est-à-dire qu'elle-même ne sait pas ce qu'elle est. Alors, elle sait qu'elle n'est pas les mathématiques. Elle sait qu'elle n'est pas les sciences et vie de la Terre. Elle sait qu'elle n'est pas la physique, ni la chimie, ni l'histoire, ni la géographie. Pourquoi? Parce que dans ces disciplines dont je viens de citer, notamment les mathématiques, on a des formules, on a des règles à apprendre par cœur, n'est-ce pas? On a même des théorèmes en mathématiques. Rappelez-vous, il y a ce qu'on appelle le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore, voilà. Ouais. Alors, ce sont des théorèmes en mathématiques, c'est-à-dire, si je parle donc de ces mathématiques-là, je parle plus particulièrement donc de la géométrie, qui est une branche donc de ces mathématiques, n'est-ce pas? Mais il y a également en algèbre les notions donc d'identité remarquables, n'est-ce pas? Peut-être qu'on n'aura pas le temps peut-être d'entrer dans les détails, mais pour vous faire comprendre que tout simplement que dans ces disciplines, qu'on pourrait appeler peut-être les mathématiques, il y a des savoirs à apprendre, il y a des connaissances, il y a des formules qu'on doit apprendre par cœur, des équations et qu'on doit appliquer, n'est-ce pas? De même que dans les sciences et vie de la Terre, on voit que donc on a donné des noms scientifiques à tous les arbres, n'est-ce pas, donc de la Terre. Il y a un arbre qui s'appelle Acacia albida, le cadre, n'est-ce pas, qui est un nom scientifique donc du cadre reconnu par toute la communauté scientifique. Ouais. Il y a également l'Anghiera sénégalensis, une plante de chez nous qui, aussi bien au Sénégal qu'en France, que cette plante-là est connue, vous voyez, etc., etc., etc. Donc, dans ce domaine-là, on a des connaissances à apprendre, ouais. De même que dans la physique, il y a les lois de la physique, il y a aussi les formules donc de la chimie, ouais. En histoire et géographie, on a des dates à n'en plus finir. La Première Guerre mondiale, hein, 14-18. Hein, on a des dates, 1914-1918. La Deuxième Guerre mondiale, on a aussi 39-45. Et même les principales dates, n'est-ce pas, qu'on a connues durant tout, n'est-ce pas, le long de la guerre, et même jusqu'à la guerre froide, avec les pactes qu'on a signés par-ci et par-là, tout cela maintenant ça comporte des dates. Donc il y a dans ces histoires, dans ces disciplines de l'histoire, n'est-ce pas, quelque chose à retenir. Mais en philosophie, il n'en est pas. Vous n'avez jamais entendu parler de théorème philosophique. Ouais,
Vous n'avez jamais entendu parler de règles ou de formules philosophiques. D'ailleurs, même il y a quelqu'un qui disait que si vous attendez de la philosophie des règles et des formules parfaites à maîtriser par cœur, votre déception sera grande. Vous serez déçu parce qu'elle n'en a pas. Et qu'est-ce qui fait cela? Parce que tout simplement, la philosophie est une réflexion personnelle et individuelle. Et donc, c'est la réflexion la plus libre et la plus autonome qui soit, qui ne dépend d'aucune autre, connaissance. Ouais. Et donc, ce qui est bizarre dans tout ça, c'est que personne ne peut faire de la philosophie à ma place. Moi aussi non plus, je ne pourrais pas faire de la philosophie à la place de quelqu'un d'autre. Ouais, parce que c'est une vision du monde et chaque espèce qui vit dans cette terre-là a ce qu'on pourrait appeler sa propre vision du monde. Ouais. Damay faral di wax sama élèves yi naan leen kenn ku nekk yow yaa xam ci àddina naka ngay toje sa bopp jinax. Yaa ngi dégg? Et donc sous ce rapport, ouais, dire que la philosophie n'est pas considérée comme étant un savoir au même titre que ces disciplines-là dont je viens de citer tout à l'heure. N'est-ce pas? Ce n'est pas un savoir qu'on pourrait peut-être qualifier en tout cas, n'est-ce pas, donc de connaissances acquises, des formules qu'on garderait, n'est-ce pas, qui seraient peut-être des formules universelles, n'est-ce pas? Ouais. Et donc sous ce rapport, définir la philosophie va être très difficile. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui disait qu'il y a autant de philosophie que de philosophes. Si je ne me trompe, c'est Henri Comte de Sponville qui disait qu'il y a autant de philosophie que de philosophes. Et d'ailleurs même on avait tendance à reprocher ce fait-là à la philosophie. Le fait qu'il y a autant de philosophie que de philosophes. On ne doit pas reprocher cela à la philosophie. D'ailleurs même ce qui fait nourrir la philosophie, c'est ça, c'est-à-dire la contradiction. C'est la discipline la plus controversée, c'est la discipline la plus contradictoire qui soit. Parce que toujours les avis ne sont pas partagés. Chacun de son côté n'a pas inventé sa tête. Bien que ce soit le vœu secret de toute philosophie. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que donc les systèmes philosophiques se contredisent. Les systèmes philosophiques s'anéantissent. Mais malheureusement qu'ils se contredisent et qu'ils s'anéantissent, aucune philosophie n'a réussi à dire tout de la philosophie. N'est-ce pas? Ouais. Ce qui veut dire que donc la philosophie, encore une fois de plus, est une réflexion personnelle et individuelle. Ouais. Mais qu'est-ce qui se faisait avant la philosophie? Qu'est-ce qui se faisait avant la philosophie? On sait très bien qu'avant la philosophie, il y avait des domaines, il y avait donc des connaissances, n'est-ce pas? Et ces connaissances, on les appelait les premières formes d'interprétation du réel. Alors, ces premières formes d'interprétation du réel qui permettaient à l'homme de comprendre le monde et de le découvrir, n'est-ce pas, étaient tout simplement ce qu'on pourrait appeler le mythe, ce qu'on pourrait appeler la magie, la légende et la religion. Ce sont des modes de connaissance qui sont les premières, n'est-ce pas, qui permettaient à l'homme maintenant de comprendre le monde et de se l'expliquer, n'est-ce pas? Ouais. Et donc, après cela, on est passé à ce qu'on appelle une rupture entre ce qu'on pourrait appeler le mythos et le logos. Ouais. Le mythos, c'est le mythe. Le logos, c'est la connaissance. Et donc, sous ce rapport, puisqu'il y a cette rupture-là, la façon dont essayer les hommes de comprendre le monde à travers des questions qu'ils se posaient et que donc les réponses n'étaient pas tout à fait exactes parce que tout simplement tirées dans les mythes, tirées dans les religions, tirées dans les légendes, n'est-ce pas? Cette façon-là maintenant a disparu parce que tout simplement les phénomènes, c'est-à-dire les faits et les phénomènes du monde, on doit les expliquer de façon rationnelle. Ouais. Et c'est de là qu'est né ce qu'on appelle donc les présocratiques, n'est-ce pas, qui s'appelait, n'est-ce pas, Thalès, Anaximandre et Anaximène. Ouais. Alors, avant peut-être d'avancer, je vais revenir un peu sur le mythe. C'est-à-dire que lorsque peut-être il y avait un phénomène nouveau dans ce monde-là, n'est-ce pas, un fait nouveau, un phénomène nouveau, les hommes avaient besoin donc d'explications, notamment peut-être sur l'origine du monde, d'où vient l'univers. Ça a toujours été une question qui a taraudé l'homme, n'est-ce pas, d'où vient l'univers? N'est-ce pas? Quelle est la provenance de l'univers? Qui a créé l'univers? Ce sont des questions, n'est-ce pas? Alors maintenant, il y avait peut-être des mythes qui ont été inventés pour pouvoir répondre à ces questions. Il y a peut-être un mythe qui permettait de dire que donc le monde serait donc n'est-ce pas, un melon qui s'est fondu en deux, n'est-ce pas? La première partie s'appelle l'hémisphère nord, la deuxième partie l'hémisphère sud. Et les ingrédients qui se trouvent donc dans ce melon-là étaient donc les éléments de l'univers. Vous savez, ça c'est une explication mythique.
Ouais, une explication mythique que la raison il ne pouvait pas comprendre. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de logique à ça. Ouais. Et donc, sous ce rapport, la religion également a été, n'est-ce pas, un exemple pour l'homme donc de pouvoir expliquer les faits et les phénomènes de l'univers. Rappelez-vous, il y a un grand penseur qui s'appelait Auguste Comte, n'est-ce pas, qui a inventé ce qu'on appelle la loi des 3 étapes. Qu'est-ce que disait Auguste Comte? Il dit que donc l'histoire de la connaissance a connu 3 étapes, 3 grandes étapes. Il y a ce qu'on appelle l'étape théologique. Il y a également ce qu'on appelle l'étape métaphysique, mais il y a également ce qu'on appelle l'étape positiviste. Rappelez que donc Auguste Comte était un positiviste, c'était un adepte du positivisme scientifique, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Que donc avant, les phénomènes de l'univers, n'est-ce pas, s'expliquaient par des dieux. Et si nous nous rappelons dans la Grèce antique, les dieux étaient représentés sous forme de statues. Le dieu de la mer, le dieu de la terre, n'est-ce pas? Le dieu de l'amour, le dieu de la mer qui s'appelait Gaïa, le dieu de la terre qui s'appelait, n'est-ce pas, oui, Gaïa. Uranus était le dieu de la mer. Il y avait même le dieu de l'amour qu'on appelait Eros, n'est-ce pas? Et que donc tous les faits et les phénomènes constatés donc dans ces domaines-là n'avaient explication que parce qu'il y avait des dieux en question qui manipulaient, des dieux en question qui étaient à l'origine donc de ces faits et de ces phénomènes. Ouais. Mais ces explications-là, la raison humaine ne peut pas comprendre cela, n'est-ce pas? C'est pourquoi on appelle cela donc des connaissances. Vous voyez, c'est-à-dire que ce sont des modes de connaissances qu'on appelle les premières formes d'interprétation de elle, dont les réponses n'avaient aucune source scientifique. Ouais. Et donc, sous ce rapport, c'est de là que la philosophie est née. Ouais. À partir du moment où l'on constate que le phénomène, n'est-ce pas, quelle que soit en tout cas sa nature, ne devrait pas être expliqué sous des angles qu'on pourrait appeler la fascination ou bien la contemplation, mais devrait s'expliquer par une raison, n'est-ce pas, par une logique que donc la raison humaine pourrait accepter. Ouais, et désormais, on passe à ce qu'on appelle l'ère du rationalisme ancien. L'ère du rationalisme ancien. Et cette ère du rationalisme ancien, disais-je tout à l'heure, était incarnée par ces présocratiques, à savoir Thalès, Anaximandre et Anaximandre. Ouais. Alors, quelle était la cause? Thalès, lui, en tout cas, c'était un mathématicien, c'était un géomètre, n'est-ce pas? Rappelez que donc ces gens-là étaient appelés les philosophes de la nature ou bien les physiologoi, n'est-ce pas? C'est-à-dire que donc c'était des philosophes de la nature qui faisaient, n'est-ce pas, qui essayaient donc de contempler la nature et essayaient donc d'expliquer alors ces faits, n'est-ce pas, de la nature. Ouais. Alors ces gens-là maintenant essayer en tout cas de comprendre le fait, le phénomène et ce qui est derrière ce fait et ce qui est derrière ce phénomène. Ouais. Alors sous ce rapport, Thalès lui avait inventé donc un théorème. C'est lui qui est le premier mathématicien à vouloir dire que donc il y a 365 jours dans l'année. Il disait également que donc le soleil était une immense boule de fer. Une immense boule de fer, disait Thalès. Ouais. Pour vous dire que donc c'est un mathématicien. Et comprendre par là que donc la réflexion a commencé à germer, c'est-à-dire de façon scientifique, de façon rationnelle. Ouais. Et donc ce Thalès-là maintenant disait que l'origine du monde, au lieu donc de dire que c'est un calebasse ou bien c'est les deux parties donc d'un ballon qui s'est fendu en deux, il disait que donc l'origine de l'univers c'était l'eau, n'est-ce pas? L'eau était l'origine de l'univers. Tout provenait à l'eau. L'explication de l'existence de toute chose, n'est-ce pas, selon Socrate, c'était l'eau. Et on peut peut-être comprendre cette réponse, parce que si vous avez donc une flaque d'eau dans une localité de votre quartier ou bien même dans la brousse, vous allez constater que lorsque cette flaque d'eau commence à disparaître, il y a une vie, n'est-ce pas, dans ce flaque d'eau-là. Ouais, et donc c'est là où naissaient peut-être les animaux tels que la grenouille, tels que donc d'autres espèces en tout cas venant de cet environnement aquatique. De même que l'homme y compris est né dans l'eau, parce que nous sommes fruits d'un mélange de deux liquides à savoir donc le sperme et les ovules. Ouais, il a fallu qu'un couple maintenant entretienne des rapports sexuels et que de ces rapports sexuels-là, il y a eu lieu la fécondation par le mélange donc de deux n'est-ce pas, donc de liquide, hein, de la femme qu'on appelle
ovules et de l'homme qu'on appelle des spermes. Ouais. Alors c'est là qu'on peut comprendre peut-être certainement ces réponses par rapport à l'origine de l'univers. Tandis que maintenant, quelqu'un comme Anaximandre va dire que l'origine de l'univers, c'est l'air. Il dit que c'est l'air qui a été à l'origine, n'est-ce pas, de la vie, quoi, en réalité. Tandis qu'Anaximandre disait que c'était l'illimité. L'illimité, c'est à la fois l'eau, l'air, le feu, la terre, qui disait que donc, ouais, c'était cela, c'était ces éléments-là qui étaient à l'origine donc de la vie humaine sur Terre. Ouais. Alors, donc, mais avant les présocratiques, il y avait des penseurs, les pythagoriciens, les éphésiens, n'est-ce pas, voilà, l'école éléaste, n'est-ce pas. Et donc, ça nous permet maintenant de venir sur, en réalité, l'origine de la philosophie, n'est-ce pas. Il y a dans ces origines de la philosophie des origines historiques. Ce que je disais tout à l'heure faisait partie donc de ces origines historiques. Il y a également des origines intellectuelles, n'est-ce pas. Ouais. Et donc, par ces origines intellectuelles, il y a quelqu'un qu'on appelle Jean-Pierre Vernant qui disait que l'origine de la philosophie, c'est l'étonnement. À travers donc sa célèbre phrase où il disait que s'étonner, déclare le Socrate de tête, la philosophie n'a pas d'autres origines. Il dit que donc l'origine principale de la philosophie, c'est l'étonnement. Et qu'est-ce que l'étonnement? L'étonnement, on peut appeler cela l'émerveillement. On peut appeler cela l'inquiétude. Parce que c'est normal que donc lorsqu'on est en face d'un phénomène nouveau qui n'a pas été connu, c'est-à-dire que si nous restions là en voyant peut-être pleuvoir du ciel des hommes, des poissons, n'est-ce pas, des poulets, c'est un phénomène étrange. C'est un phénomène nouveau qu'on n'a jamais vu. Mais lorsque l'homme maintenant est en face de ce phénomène-là, mais nécessairement il va se poser des questions. Pourquoi cela? Parce qu'il n'a jamais vu ça. Et donc pendant ce temps-là, l'esprit de l'homme est déséquilibré. Il est en face d'un conflit. Il est en face, n'est-ce pas, de ce que, n'est-ce pas, Jacques Lacan appelle une pulsion épistémophilique. C'est-à-dire, après son émerveillement là, il doit se poser des questions, mais envie de connaître. Ouais. Et donc sous ce rapport, cette pulsion épistémophilique là va pousser l'homme maintenant à se poser des questions. D'abord à être émerveillé de ces faits, mais se poser des questions pour savoir maintenant quelle est la cause réelle de ces faits et quelles seront peut-être les conséquences, n'est-ce pas. Ce qui veut dire quoi? Que donc de l'étonnement, c'est-à-dire ce qui veut dire quoi? Que donc à partir de ce fait et de ce phénomène inconnu, l'homme est étonné, émerveillé, inquiet, mais qui va forcément se poser des questions comme pourquoi, comment. Mais quand il se pose des questions pourquoi et comment, c'est en vue de découvrir la connaissance, en vue de découvrir donc, en vue d'avoir des réponses en tout cas qui lui permettaient maintenant d'assoiffer sa soif de connaissance, donc d'étancher sa soif de connaissance. Ouais. Alors donc ce qui veut dire quoi? Que donc c'est ça qu'on appelle le passage du mythos au logos. Ce qu'on pourrait appeler par ailleurs le miracle grec. C'était un miracle grec. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, je pense que si je ne me trompe, c'est la période donc c'est la Grèce de Périclès. En ce moment-là, c'était Périclès qui était l'empereur de la Grèce. Et donc cette Grèce-là a été une Grèce, n'est-ce pas, où il y avait de l'abondance, où il y avait donc en tout cas un commerce extrêmement nanti, où se regroupaient, se rassemblaient les peuples d'origine diverse, n'est-ce pas, qui se rencontraient, qui faisaient des échanges en espèces, parce que c'était des échanges basés sur le commerce, mais des échanges aussi basés sur les discussions. Ouais. Et donc ces discussions-là, c'était la libération de l'esprit intellectuel, n'est-ce pas? Ouais, qui se posaient donc des questions, qui discutaient, et qui se contredisaient, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait là, d'ailleurs même, c'est là où apparaît donc ce qu'on appelle la contradiction, le débat contradictoire, n'est-ce pas? Ouais, des intelligences qui se rencontraient, n'est-ce pas? Et donc c'est ça qui a généré ce que, n'est-ce pas, des philosophes appellent le miracle grec. Et donc si je ne me trompe, j'ai un passage extrêmement intéressant à vous faire lire concernant donc ce miracle comme règle du jeu intellectuel. Ouais, ça ce sont des changements qu'on a notés pendant ces discussions, n'est-ce pas, entre ces peuples-là, en tout cas, qui se sont rencontrés donc dans cette Grèce antique. Ouais. Mais également à côté de la révélation religieuse, qui dans la forme du mystère reste l'apanage d'un cercle restreint d'initiés, à côté des croyances communes que tout le monde, n'est-ce pas, partage sans que personne ne s'interroge à leur sujet, une notion nouvelle de vérité prend corps et s'affirme.
vérité ouverte, accessible, n'est-ce pas, à tous, qui se fonde sur sa propre force démonstrative, ses critères de validité. Voilà donc les changements qui étaient intervenus dans la vie des gens lorsque peut-être on était confronté à ce débat contradictoire-là, à cette rupture, n'est-ce pas, à ce passage du mythos au logos, mais à ce miracle grec. Ouais. Et voilà comment Jean-Pierre Vernant avait donc, n'est-ce pas, qualifié cet événement-là majeur de la philosophie, n'est-ce pas? Et donc, continuer avec Jean Bardi. Jean Bardi qui, dans son brillant texte, essayait donc de dire que se trouve le texte de Jean Bardi. Les textes sont là, je pense. Tiens-moi ça, Jean Bardi, qu'est-ce qu'il disait? Voilà, ça c'est... Voilà, que disait Jean Bardi? Il disait, je cite, la naissance de l'esprit philosophique, favorisée par la rupture fondatrice entre le mythos et la raison, marque le début du savoir rationnel. Il dit que donc ce début du savoir rationnel, et qu'est-ce que le savoir rationnel? C'est le savoir qui provient de la raison, qui a été étudié, n'est-ce pas, par une procédure, n'est-ce pas, visant à atteindre la connaissance. Et il disait que donc le début du savoir rationnel a été marqué par vous voyez, la rupture fondatrice entre le mythe et la raison. C'est-à-dire donc il y a une rupture entre le mythos et le logos. Et désormais, on ne pouvait pas peut-être expliquer un fait, un phénomène, sans pour autant interroger sa raison, n'est-ce pas? Ouais. Donc c'est cela, n'est-ce pas, qu'on peut dire peut-être concernant cette histoire de la philosophie. Mais maintenant va se poser la question de la naissance de la philosophie. D'où est née la philosophie? Dans quelle localité du monde est née la philosophie? Ouais. Alors, à cette question, il y a ce qu'on appelle l'existence de deux thèses qui existent par rapport à cette naissance-là. Les deux thèses, parce qu'il y a d'aucuns qui disaient que la philosophie est née en Grèce. Il y a d'aucuns aussi qui disent que la philosophie est née en Afrique. Il y a même d'autres gens qui vont dire que donc la philosophie, vous voyez, est née partout ailleurs dans le monde. Ouais, je vais y revenir. Alors, pour ceux de la première thèse qui défendent que la philosophie est née en Grèce, vous voyez, c'était la thèse défendue par Aristote. Parce que Aristote disait que la philosophie est née en Grèce pour la bonne et simple raison que c'était Thalès le premier philosophe. C'est Thalès qui est le premier philosophe. Et donc, si c'est Thalès qui est le premier philosophe, s'il est né en Grèce, mais forcément, la philosophie serait née en Grèce. Ouais. Alors, c'était l'un de ses arguments majeurs. Et rappelez-vous, Thalès a été quelqu'un qui a été extrêmement puissant dans l'histoire de la philosophie pendant ces temps-là. Ouais. Mais également, cette théorie d'Aristote a été reprise par Heidegger. Ouais, Heidegger disait que donc la philosophie parle grec, récemment par Heidegger, parce que encore que Thalès et Heidegger n'ont pas les mêmes époques, n'est-ce pas? Heidegger est récent, n'est-ce pas? Il disait que donc la philosophie parle grec, elle a des origines grecques, son langage est un langage grec, et donc elle ne peut s'exprimer dans aucune autre langue que la langue grecque. C'est ce que disait Heidegger, n'est-ce pas? Mais c'est de bonne guerre. Mais en dehors maintenant de ces points soutenus par ceux qui défendaient mordicus que la philosophie serait née en Grèce, il y a d'autres facteurs qui sont intervenus à la naissance de la Grèce. Il y a des facteurs climatiques, on pourrait parler de facteurs climatiques, on pourrait parler de facteurs, n'est-ce pas, climato-géographiques, c'est-à-dire, oui, on pourrait également parler, n'est-ce pas, de facteurs politiques. Ouais. Et parmi ces facteurs géographiques, nous allons tout simplement dire que la Grèce est une île entourée d'eau, n'est-ce pas? Et donc, vous savez, une localité, quand elle est entourée d'eau, la localité est douce, permettant à l'éclosion de la pensée humaine. Parce que, selon des gens, ils considèrent que donc, la réflexion humaine ne peut être féconde que dans la mesure où il y a un climat de douceur. D'ailleurs, même vous, quand vous avez beaucoup de soucis, beaucoup de stress, il faut vous rendre auprès de la mer avec ce qu'on appelle la brise de la mer pour pouvoir maintenant les esprits, et bien, pour bien penser, pour bien réfléchir. D'ailleurs même, parfois, on vous demande de répondre par rapport à une question, n'est-ce pas, qui vous a été posée. Vous allez dire que donc je vais en tout cas entendre mon oreille. Madame Lignan, n'est-ce pas? Ouais, et pendant ce temps-là, c'était presque donc à minuit, n'est-ce pas? Ouais, et donc pendant ce temps-là, tout était doux, ouais, et donc la réflexion pouvait peut-être prendre forme. Ouais. Sous ce rapport,
c'était un facteur, en tout cas, de la naissance de la philosophie, qui a été qualifié donc de facteur géographique et climatique, parce que le climat était favorable à la réflexion. Contrairement en Afrique où il y a de la chaleur, l'Afrique est un continent de chaleur. Il y en a qui disaient que donc on ne pouvait pas peut-être bien réfléchir, en tout cas dans la chaleur. Quand il fait chaud, réfléchir devient une difficulté, n'est-ce pas? Et donc du coup dire que ce fait, rien que peut-être ce fait-là, on ne pourrait pas peut-être situer la naissance de la philosophie en Afrique. Ouais, c'était quasi, on ne pouvait pas faire cela. Ouais. Et donc sur ce rapport, il y a également, n'est-ce pas, des facteurs politiques. N'oubliez pas que la Grèce a été l'une des entités où on a découvert en premier lieu ce qu'on pourrait appeler la démocratie. Et qu'est-ce que la démocratie? Par définition, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais cette démocratie-là était différente de la démocratie que nous connaissons actuellement. C'était la démocratie plénière. Ouais. Cette démocratie plénière-là permettait aux gens, n'est-ce pas, de la cité grecque, qui n'étaient pas d'ailleurs nombreux, de se rencontrer dans une place publique, n'est-ce pas, qu'on pourrait appeler l'agora, et discuter donc des questions de la cité. Ouais. Et donc chacun avait la possibilité maintenant de dire son point de vue par rapport, n'est-ce pas, aux faits relatifs maintenant à la vie de la cité athénienne. Ouais. Et donc c'était cette démocratie-là qu'on pourrait appeler la démocratie plénière qui a été née en Grèce. Et nous savons très bien que la démocratie, c'est une doctrine politique où il y a la liberté d'expression, n'est-ce pas? Donc qui se rapproche d'ailleurs à la philosophie, parce que la philosophie, avant tout, elle est une liberté d'expression, mais qui se base sur la raison et sur la logique. Ouais. Alors donc, cette forme de démocratie-là est contraire par rapport à la démocratie dont nous connaissons, qu'on appelle la démocratie représentative, la démocratie indirecte, n'est-ce pas? Où le peuple, parce que dès l'instant qu'on sait qu'on ne peut pas rassembler les 18 millions de Sénégalais dans une place de village, n'est-ce pas? Et donner à chacun l'opportunité maintenant de se prononcer par rapport à un fait, un phénomène donc relatif au Sénégal, alors dès cet instant-là, on pense à réduire ce nombre-là par une représentativité qu'on appelle donc les députés, qui sont au nombre actuellement, si je ne me trompe, de 165 députés à l'Assemblée nationale, qui représentent donc le peuple, n'est-ce pas, donc d'intérêt du pays et de la diaspora, qui parlent pour ce peuple-là. C'est ça qu'on appelle la démocratie représentative. Et même là, parce que l'origine donc de tous les problèmes qu'on constate entre l'homme politique, n'est-ce pas, et la base, n'est-ce pas, qu'il est censé diriger, ces problèmes-là, n'est-ce pas, prennent naissance de là-bas, parce qu'il n'est pas toujours dit que cet homme politique-là va faire un rapport direct de ce dont souffrent donc ses concitoyens. Ouais. Et donc ça pose problème. Mais maintenant, ce qu'on constate actuellement donc dans la vie, c'est que même moi, je me suis allé jusqu'à me poser la question de savoir, est-ce que cette démocratie plénière-là ne fait pas un retour dans le monde? Parce qu'on a connu ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Il y a TikTok, il y a Instagram, il y a WhatsApp, qui sont des espaces, en tout cas des espaces communs, qui permettent maintenant à tout le monde, n'est-ce pas, donc d'y être et donc de dire son point de vue. Hein? L'homme qui est à Fonguelemi et l'homme qui peut se trouver donc à Tambacounda, n'est-ce pas? Fut-il, n'est-ce pas, un paysan, fut-il en tout cas quelqu'un qui a d'autres activités, n'est-ce pas, peut se permettre de dire ce qu'il pense, n'est-ce pas, dans la vie politique du Sénégal. Et donc, rien que tout cela maintenant, on considère que donc, chacun actuellement, désormais, il lui est possible maintenant d'être éloigné, n'est-ce pas, et de dire ce qu'on pense sur les affaires du Sénégal. Parce que vous maîtrisez mieux ce domaine-là. C'est pourquoi actuellement, celui qui maîtrise l'information mais domine le monde, n'est-ce pas? Celui qui domine les réseaux sociaux domine le monde, ouais. Et donc je pense que, pour vous taquiner un peu, parce que vous êtes partisan donc de Pastef, c'est pourquoi peut-être Ousmane Sonko a, n'est-ce pas, un départ, n'est-ce pas, sur les autres politiciens, n'est-ce pas? Bon, je taquine, hein? Voilà. Alors donc, ce qui veut dire quoi? Que donc Jean Badi va dire tout simplement que la naissance de l'esprit philosophique, favorisée par la rupture fondatrice entre le mythe et la raison, marque le début du savoir rationnel. Okay. On peut avoir une pause. Oui, peut-être. Brillante exposé. Je vois que sur la question qu'est-ce que c'est que la philosophie, on ne peut pas tomber d'accord sur une même question ou bien sur une même réponse. J'ai vu quelque part qu'on disait que parler de la philosophie, c'est utiliser le langage pour articuler et critiquer nos pensées. Parler de la philosophie, c'est utiliser le langage pour articuler et critiquer nos pensées. Effectivement, voilà, vous m'avez relancé parce que ça me permet de dire que donc la philosophie avant tout est une discipline critique, n'est-ce pas? Et je vais entrer donc dans quelques définitions de la philosophie que des auteurs ont données, n'est-ce pas? Comme quoi qu'elle est avant tout une discipline critique, n'est-ce pas? Une discipline où
vous voyez, le caractère principal est la remise en question, le fait de se poser sans cesse de questions. Mais également, une discipline où, n'est-ce pas, il y a, vous voyez, la liberté, mais il y a également l'autonomie. D'ailleurs, même Karl Jaspers lui-même en question disait que, en philosophie, philosopher c'est être en route. Car les questions sont plus importantes que les réponses. Et chaque réponse suscite une nouvelle question. Je pense que vous avez fait de la philosophie. Vous vous rappelez donc de vos leçons de philosophie, n'est-ce pas? C'est ce que disait Karl Jaspers pour définir la philosophie. Que donc, philosopher, c'est être en route. Être en route. Quoi? Car les questions sont plus importantes que les réponses. Et chaque réponse suscite une nouvelle question. Ça, c'est l'esprit de recherche dans la philosophie. Oui. Waaw. Maanaam daal philosophie daal. Poser question. Waaw. Ki lay répondre. Lim lay répondre aussi mën nga ko ci poser waat question. Très bien, très bien. Voilà, te du mus a jeex. Très bien. Ce qui veut dire quoi? Que donc la philosophie est un questionnement perpétuel, sans fin, vers la découverte de la sagesse qui est considérée comme étant un idéal. N'est-ce pas? Mais ici, ce qui intéresse aussi, c'est que la recherche dans la philosophie, n'est-ce pas? C'est-à-dire que donc on n'est pas détenteur du savoir. Nul ne possède la connaissance, n'est-ce pas? Que donc, Bertrand Russell va dire que donc, la philosophie, c'est plutôt une activité de recherche qu'une activité de possession. Car ce qu'on possède, on n'est pas obligé d'aller rechercher cela. On ne recherche que ce qu'on manque, n'est-ce pas? Et pour retenir donc dans la définition étymologique, l'amour de la sagesse. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est l'expression d'un manque, n'est-ce pas? C'est un besoin qui nous manque tant qu'on est obligé d'aller chercher ailleurs, n'est-ce pas? Et donc, si la philosophie est définie par, n'est-ce pas, Platon, Pythagore comme étant l'amour de la sagesse, vous voyez, cet amour de la sagesse-là est une tension vers les choses bonnes. L'amour est une tension, mais une tension vers les objets du désir, vers les choses bonnes. Qu'est-ce que Platon entend, n'est-ce pas, en disant les choses bonnes? C'est la justice, c'est le bonheur, c'est le beau, vous voyez, c'est en tout cas le bonheur, etc. Ouais. Ce sont ce qu'on appelle les choses bonnes selon Platon. Et donc, en recherchant ces choses bonnes-là, on s'inscrit donc dans la dynamique, n'est-ce pas, de la philosophie. Ouais. Et donc, pour faire en réalité de la philosophie, il faut faire table rase de tout ce qu'on connaissait, n'est-ce pas? Il faut donc se remettre en question. Ouais. Et par le doute, Descartes a fait cela. Il s'est remis en question. Il a même remis en question son existence. Est-ce que lui-même, Descartes, il existe? Ouais. Ok, à travers donc ce qu'on appelle donc le doute. Et sous ce rapport, il est parvenu à découvrir en tout cas une vérité au moins, parce que lorsqu'il dit que je pense donc je suis, au moment même où il pense, ouais, il va justifier son existence, parce que un être qui n'existe pas ne peut pas penser, et donc celui qui peut penser, c'est l'être qui existe. Et puisque donc il est en train de penser, nécessairement il existe. C'est pourquoi donc il a découvert sa première vérité en philosophie qui s'appelle donc le cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Ok? Mais également toujours dans cette définition de la philosophie, n'est-ce pas? Il y a la définition dont je viens de tout à l'heure, la définition dont je viens de lire, n'est-ce pas? Donc de la naissance du savoir rationnel, n'est-ce pas? Il y a également la définition de Bertrand Russell qui dit quoi? Qui dit que la valeur de la philosophie doit en réalité surtout résider dans son caractère incertain même. La valeur de la philosophie doit en réalité surtout résider dans son caractère incertain même. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit que donc la valeur de la philosophie réside dans l'incertitude. Et qu'est-ce que c'est que l'incertitude philosophique? Si nous parlons de l'incertitude philosophique, cela veut dire quoi? Que donc le philosophe n'est jamais sûr de rien. Puisque comme nous le disions tout à l'heure avec la citation de Karl Jaspers, que philosophie c'est être en route car les questions sont plus importantes que les réponses, cela veut dire quoi? Que donc chaque réponse va susciter une nouvelle question, que donc chaque certitude, chaque vérité, chaque connaissance que l'on découvre, n'est-ce pas, après s'être questionné, vous voyez, va être re-questionné. Ouais, ça va être re-questionné. Et donc, sous ce rapport, le philosophe va demeurer dans l'incertitude totale. Ouais, il n'est jamais sûr de rien. Même ce qui lui est sûr, il se repose la question sur ce qui lui est sûr. C'est pourquoi donc il y a quelqu'un qui disait que donc la philosophie, c'est le savoir du savoir
c'est la connaissance de la connaissance, c'est la certitude de la certitude. Et donc la philosophie, elle ne nous propose pas de réponse exacte. Ouais. Elle nous oriente par rapport à nos questionnements, n'est-ce pas? Et donc Karl Jaspers va dire dans la même occasion, Bertrand Russell va dire dans la même occasion, que donc la philosophie, bien qu'elle ne soit pas en mesure de nous donner avec certitude la réponse aux doutes qui nous assiègent, peut tout de même suggérer des possibilités qui élargissent le champ de notre pensée et délivrer celle-ci de la tyrannie de l'habitude. Que donc la philosophie, même si elle n'est pas capable de nous fournir des réponses exactes aux questions qui assiègent donc notre conscience, elle peut quand même nous donner des orientations. Ouais. Et quand elle nous donne des orientations, elle nous permet donc d'élargir notre champ de pensée. Et donc délivrer ce espace-là, vous voyez, de ce qu'on appelle la tyrannie de l'habitude. Et qu'est-ce que la tyrannie de l'habitude? C'est-à-dire que nous sommes peut-être nous sommes victimes de ce qu'on appelle la tyrannie de l'habitude. L'habitude, moins, ce qu'on a tendance à faire toujours, ce qu'on a tendance à entendre toujours, ce qu'on a tendance à voir toujours, que nous croyons être la vérité. Ce n'est pas ce que nous voyons toujours, ce que nous entendons toujours, qui est la vérité, n'est-ce pas? Ouais. Et donc, sous ce rapport, nous nageons donc dans une chose où on va se dire que puisqu'on a vu cela, il y a de cela très longtemps, n'est-ce pas? Peut-être que ça existe, peut-être que c'est vrai. Ouais. Et donc, ce n'est pas cela la question. Parce que ce même Bertrand Russell va encore, dans ce même texte, dire que celui qui n'a aucune teinture philosophique traverse l'existence prisonnier des préjugés, dérivé du sens commun, des croyances habituelles à son temps et à son pays et des convictions qui ont grandi en lui sans la coopération ni le consentement de la raison. Pour un tel individu, le monde tend à devenir défini, fini, évident. Les objets ne font pas naître des questions et les possibilités peu familières sont rejetées avec mépris. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que donc celui qui n'a aucune teinture philosophique, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que si on n'a aucune teinture philosophique, c'est-à-dire qu'on n'est pas disposé à philosopher. On n'est pas reçu ce que Martien Toa appelle le baptême philosophique. Et c'est quoi recevoir le baptême philosophique? Recevoir le baptême philosophique, c'est avoir l'audace de remettre tout ce qu'on croit savoir en question. N'est-ce pas? Partir sur de nouvelles bases, se rebaptiser nouvellement, c'est-à-dire que donc renaître en quelque sorte. Et quand on est dans ces dispositions-là, on fait ce qu'on appelle un lavage d'esprit, un lavage de cerveau. C'est-à-dire que le cerveau va se départir de tout ce qu'on pourrait appeler opinion, tout ce qu'on pourrait appeler préjugés, toutes ces opinions et ces préjugés-là, n'est-ce pas, s'originent donc dans la tradition, dans les croyances que nous en avons, donc par rapport au monde, n'est-ce pas? Et donc ce sont également les mythes, ce sont également l'opinion, ce sont également le sens commun, n'est-ce pas? Qu'on prend pour autant qu'on prend pour des vérités, alors que ce ne sont pas en réalité des vérités si nous faisons attention. Alors, pour mériter d'être philosophe et recevoir le baptême philosophique et avoir cette teinture philosophique, il faut oser remettre en question même la tradition de nos anciens, même la religion dont nous exerçons. Il faut oser les remettre en question pour voir est-ce que c'est vrai ou non, n'est-ce pas? Ouais. Et ça permettait maintenant de dire de Martien Toa de dire que donc l'Africain ne peut pas mériter le titre de philosophe s'il n'a pas l'audace de remettre son passé culturel traditionnel à une critique sans complaisance, en substance. C'est ce que disait Martien Toa. Que donc, pour qu'on puisse mériter le titre de philosophe et pour qu'on puisse avoir le comportement d'un philosophe, il faut avoir l'audace, n'est-ce pas, de remettre en question la tradition. Ouais, actuellement, pour vous donner un exemple, parfois on dit que, n'est-ce pas, on ne doit pas peut-être balayer la nuit et faire sortir, n'est-ce pas, les ordures donc de la chambre. Madame, goudé, beau balai, n'est-ce pas? Ou bien qu'on dise que donc les femmes ne doivent pas boire du thé. Ou bien qu'on dise que donc les élèves ne doivent pas, n'est-ce pas, faire ce qu'on appelle le mouchat. Madame, elle est réunion mouchat, n'est-ce pas? Ouais. Ou bien peut-être on ne doit pas passer dans un tel ou tel endroit pendant, n'est-ce pas, la nuit, pendant donc des heures, n'est-ce pas, de pointe, par exemple, comme 13 heures, comme, voilà, ouais, Nyolor, voilà, Timis, ouais. C'est ça qu'on a tendance à nous faire croire. Mais est-ce que nous nous sommes posé la question de savoir quelle est l'origine de ces choses-là? Est-ce que nous nous sommes posé la question de savoir est-ce que ça c'est vrai, effectivement? Et bien même un phénomène aussi bizarre encore, ce qu'on appelle l'arabe carré, n'est-ce pas? On ne doit pas se laver donc les mercredis, on ne doit pas voyager les samedis. Tout cela maintenant, ce sont des préjugés avec qui nous avons longtemps, n'est-ce pas, donc des préjugés, n'est-ce pas, que nous avons longtemps cru
être la vérité, alors qu'en réalité, ça mérite réflexion. Je ne dis pas que c'est faux, mais ça mérite véritablement réflexion, parce que ça encore mérite le titre d'être philosophe, n'est-ce pas? Le philosophe, oui, doit réfléchir, n'est-ce pas? Et donc, étant donné que la philosophie est une réflexion critique, mais cette critique-là est une critique sans complaisance. Et qu'est-ce que cela signifie une critique sans complaisance? C'est-à-dire une critique qui s'intéresse à tout. Critiquer toute forme d'autorité, n'est-ce pas? Fut-il l'autorité parentale? D'ailleurs, même ce qui est bizarre, il y a un parent qui disait à son élève que mon fils va à l'école apprendre la philosophie, mais n'y croit pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Va à l'école apprendre la philosophie, mais n'y croit pas. Parce que s'il apprend la philosophie et croire à la philosophie, il va certainement un jour remettre en question, n'est-ce pas, tout ce qu'il va lui dire, n'est-ce pas? Ce qui veut dire quoi? Que donc la philosophie est contre en tout cas ce qui est fixe, ce qui est figé en tout cas comme autorité, comme connaissance, etc. Ouais. Donc c'est ça que Bertrand Russell va dire donc dans son fameux texte. Ouais. Et donc voilà, donc de façon très résumée, ce qu'on peut dire sur la question dont vous m'avez posée, tout n'est pas dit, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas dit, parce que puisqu'on a un problème de temps, vraiment, voilà, on a un problème de temps, et ça nous empêche vraiment de détruire. Mais il y a aussi une chose qui est importante, c'est-à-dire la comparaison qu'on doit faire entre la philosophie et la religion. Oui, c'est-à-dire la philosophie et les autres disciplines. Philosophie et religion. Hein, quelle est la différence entre la philosophie et le mythe d'abord? Hein? La philosophie est, n'est-ce pas, le sens commun. Ouais. Mais la philosophie est la religion, la philosophie est la science. N'est-ce pas? Alors, s'agissant de la différence qui existe entre la philosophie et... Voilà, je vais aller très vite, hein, et je vais aussi essayer de résumer. S'agissant de la comparaison entre la philosophie et la religion, nous avons un brillant texte de Martien Toa, n'est-ce pas, qui dit à l'entame que la philosophie entre en conflit avec la religion, du fait que celle-ci se veut l'autorité absolue tant dans le domaine de la vérité que dans le domaine de la pratique. Alors, il dit que donc, en philosophie et en religion, il y a un conflit, il y a une différence, il y a une opposition. Ouais. Alors, une différence, un conflit, une opposition de méthode. N'est-ce pas? De méthode. De méthode pourquoi? Parce que la façon dont le philosophe va appréhender les choses, ce n'est pas la façon dont le croyant, n'est-ce pas, le religieux, va entendre les choses. Ouais. Alors, le philosophe, par essence, il a l'esprit critique. Et il critique sans complaisance. Il doute de tout. Alors, ce qui lui intéresse, c'est quoi? C'est la vérité. Rien que la vérité. Mais cette vérité découverte par la raison. Ok? Ouais. Mais contrairement également à la religion, ouais, qui se veut l'autorité absolue, ouais, mais encore que cette vérité-là doit reposer sur la foi, c'est-à-dire la croyance sur le cœur, n'est-ce pas, sur les sentiments. La croyance, la croyance, ça s'origine dans le cœur, dans les sentiments. Ouais. Et donc, ces vérités-là, dont la raison humaine serait appelée à découvrir, pour la religion, cette raison humaine est incapable de découvrir cette vérité. Ouais, parce que ce sont des vérités qui sont beaucoup plus fortes que lui. Il va falloir que ces vérités-là, hein, lui doivent être révélées par, n'est-ce pas, par quelques prophètes, quelques envoyés de Dieu. Donc c'est une vérité extérieure qui vient du dehors, n'est-ce pas? C'est un donné extérieur qui doit venir donc du dehors. Et quand cela doit venir donc du dehors, cela doit venir donc des espèces naturelles en tout cas, vous voyez, qui porterait donc à notre connaissance certaines vérités donc divines. Et donc ce n'est pas à la raison d'avoir la capacité, vous voyez, de découvrir le mystère, en tout cas, de ces vérités-là. Et c'est pour cela maintenant que Martien Toa va dire que donc la philosophie et la religion sont en conflit, n'est-ce pas? Alors si donc dans la philosophie, on a ce qu'on appelle la marque critique, on a ce qu'on appelle l'interrogation, le questionnement, en religion, il n'est pas permis de critiquer, de poser des questions. On ne doit pas se poser la question de savoir est-ce que Dieu existe. Parce que le croyant, pour lui, d'avance, n'est-ce pas, croit que Dieu existe. Alors qu'il ne l'a pas vu, n'est-ce pas, qu'il ne l'a pas voir ses formes peut-être, etc. Mais c'est ça en tout cas l'attitude du croyant. Ouais. Donc, ce qui veut dire quoi? Donc dans la religion, il y a ce qu'on appelle le sacré, ce qu'on appelle la sacralité. Et donc, contrairement à la philosophie,
qui est contre le sacré désacralise le sacré. Oui. La philosophie désacralise le sacré. Alors, parce que d'ailleurs, il considère que donc, on ne doit donc accepter une vérité tant que celle-ci n'est pas découverte par la raison. Aucune vérité ne doit pas être acceptée tant que celle-ci, n'est pas, n'est pas découverte par la raison. Ok. Ouais. Et donc sur ce fait, nous constatons que selon donc Massientoa, la philosophie et la religion, n'est-ce pas, entrent en conflit. C'est le cas de Pascal. Hein? Pascal va dire que donc Dieu n'est sensible que par le cœur. C'est-à-dire quoi? Que donc quand on parle donc de la croyance de la religion et de Dieu, quand la foi s'exprime, la raison doit se taire. Oui. Parce qu'elle n'a pas son mot à dire en tout cas sur le domaine, sur ce domaine-là qui est la religion, bien la croyance, n'est-ce pas? C'est pourquoi il dit que donc Dieu est sensible par le cœur. Pourquoi? Parce que Dieu s'éprouve. On éprouve Dieu par un sentiment, mais on ne peut pas prouver. Ouais. Dieu s'éprouve, mais ne se prouve pas. Ouais, ce que veut dire quoi? Que donc dans la religion, il y a ce qu'on appelle le fait d'éprouver un sentiment, d'éprouver en tout cas quelque chose, mais dans la religion, il y a la preuve. D'ailleurs, donc dans la philosophie, il y a la preuve. Ouais. Donc, une manière de dire à Pascal que donc dans le domaine des croyances de la religion, quand la foi s'exprime, la raison doit se taire. Mais également quelqu'un d'autre qu'on pourrait appeler Emmanuel Kant. Je me contente véritablement donc de citer ces auteurs-là parce que ça va permettre aux étudiants maintenant de pouvoir maintenant prendre cela. Ok? Et je pense que ceux qui nous suivent, n'est-ce pas, si je ne suis pas allé trop vite, pour les citations dont je vais citer, n'est-ce pas, concernant mon exposé, je pense que ils n'ont pas peut-être eu l'occasion de me dire que alors c'est très rapide, n'est-ce pas? Mais il serait important quand même qu'ils prennent ces citations-là, en tout cas, pour les garder avec eux. Et quand ils auront une dissertation, ils pourront peut-être utiliser cela comme étant illustration. Et sur ce rapport, Pascal va dire que donc Dieu est sensible par le cœur, n'est-ce pas? Et sur cette même lancée, il dit que donc dans le domaine de la croyance, de la religion, quand, n'est-ce pas, la foi s'exprime, la raison doit se taire. De même que Emmanuel Kant. Emmanuel Kant, c'est lui qui a peut-être, celui qui a été à l'origine, n'est-ce pas, d'une théorie, n'est-ce pas, dualiste, qui dit que alors le monde, n'est-ce pas, il y a l'existence donc de deux mondes. Il y a ce qu'on appelle le monde phénoménal, mais il y a aussi ce qu'on appelle le monde nouménal. Le monde phénoménal, c'est le monde des faits réels, n'est-ce pas, des phénomènes réels. Alors que le monde nouménal, c'est le monde intelligible dont parle Platon, c'est le monde métaphysique dont parle Aristote, n'est-ce pas? Mais c'est le monde suprasensible, n'est-ce pas? Le monde suprasensible qui dépasse maintenant le sensible. Tandis que donc le monde phénoménal, c'est le monde sensible, c'est le monde dans lequel nous vivons. C'est peut-être le monde empirique selon David Hume et comment dire, John Locke. Je vais y revenir, n'est-ce pas? Alors, Kant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la raison humaine doit faire son autocritique. Il a osé ce que personne n'ose faire, c'est-à-dire critiquer elle-même la raison. Elle a critiqué la raison. Parce qu'elle a demandé à la raison de faire son autocritique. Et quand la raison fait son autocritique, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit délimiter ses espaces. Et en délimitant ces espaces, il ne doit intervenir que de l'espace dans, n'est-ce pas, laquelle il lui est possible de connaître, c'est-à-dire le domaine sensible, où il a affaire avec ce qu'on appelle le matériel, avec le sensible, le palpable, le touchable, le donné, le visible. Ouais. Et que donc la raison ne peut intervenir que dans ce domaine concret. Mais dans le domaine métaphysique, où il y a ce qu'on appelle l'abstraction, où véritablement on a affaire avec des éléments comme Dieu. Où est Dieu? Des éléments comme l'âme. Où est l'âme? Des éléments comme la vie. Où est la vie? Est-ce que ce sont des existences matérielles dont la raison pourrait voir, n'est-ce pas, observer et donc, je ne sais pas quoi, voilà, en avoir une connaissance? Ouais. Et donc, sous ce rapport, vous voyez, quand il dit que la raison doit se limiter uniquement dans le domaine qui lui est réservé, c'est-à-dire dans le domaine où il est possible donc de connaître, et laisser d'autres domaines, n'est-ce pas, à une autre faculté humaine, n'est-ce pas? Ouais. Et c'est la raison pour laquelle il dit dans une célèbre citation, j'ai dû abolir la raison pour faire place à la foi. Dans ce domaine de la religion, j'ai dû abolir la raison, c'est-à-dire le savoir,
pour laisser la place à la foi, qui est le siège, n'est-ce pas, de la croyance. Ok, c'est ce que va dire donc, c'est ce que va dire parce que comment dirais Emmanuel Kant. Ouais. Et donc sous ce rapport, j'ai oublié peut-être de mentionner quelques, n'est-ce pas, ouais, un point de vue donc de Pascal qui dit que en amour, tout comme en religion, quand donc la foi s'exprime, la raison doit se taire. Parce que ce que le cœur croit, la raison est inapte de l'expliquer. La raison ne peut pas expliquer l'origine de nos croyances et pourquoi nous croyons. Et à ce que nous croyons, n'est-ce pas? Et donc sous ce rapport, quand elle ne peut pas expliquer cela, mais elle doit se taire, elle doit s'éliminer, n'est-ce pas? Elle doit s'exclure pour laisser la place à la foi. Et sur cette même lancée, il y a ce qu'on appelle l'imam El-Ghazali. Je pense que Imam El-Ghazali, tu dois le connaître. Concernant même dans, vous voyez, voilà, dans cette comparaison, en tout cas, cette étude comparative entre la philosophe et la religion, Imam Al-Ghazali lui dit, dans l'incohérence des philosophes, n'est-ce pas, il dit en dénonçant la philosophie, vous voyez, il dénonçait la philosophie comme il dénonçait la philosophie en quoi faisant, en disant que donc la philosophie est comme sacrilège. La philosophie est comme sacrilège. Sacrilège, c'est quoi? Commettre un sacrilège, c'est commettre, n'est-ce pas, un blasphème. Ouais. Et donc la philosophie, quand il se pose des questions à l'endroit de Dieu, en tout cas à l'endroit d'existence qui est sacré, n'est-ce pas? Mais il est en train franchement de commettre donc des sacrilèges. C'est pourquoi il qualifie donc la philosophie, n'est-ce pas, d'être sacrilège. Du fait donc de l'impuissance de la raison à expliquer le discours de Dieu et le sens de l'existence. Ouais. Et cette impuissance de la raison à expliquer donc le discours religieux, le discours portant sur Dieu et le discours de l'existence, vous voyez, Kant tout simplement va dire que donc la raison doit s'éliminer et laisser la place à la foi. En tout cas, ce sont les propos d'Imam Al-Ghazali concernant en tout cas ce qui existe entre la philosophie et la religion. Mais également aussi, il y a d'autres penseurs, prends-moi ça, comme Saint Augustin, les penseurs chrétiens. Bon, avant Saint Augustin, il y a Averroès d'abord. Parce que d'abord, dans cette polémique entre la philosophie et la religion, il y a des philosophes musulmans qui ont intervenu, mais il y a également des philosophes chrétiens qui sont intervenus. Il y a aussi, à côté d'Imam Al-Ghazali, il y a Averroès. Averroès qui dit dans l'incohérence des philosophes. C'est-à-dire qu'il prend le contre-pied donc d'Al-Ghazali. Vous voyez, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il montre d'abord qu'il est d'une obligation de philosophie pour le musulman. C'est-à-dire que le musulman doit nécessairement philosopher, car la raison lui a été donnée par Dieu, n'est-ce pas? Pour qu'il s'en serve, donc ne pas l'utiliser est sacrilège. Qu'est-ce que cela veut dire? Que donc, Averroès dit que, obligatoirement, tout croyant, moi je pense qu'il généralise, il doit généraliser. Ce n'est pas seulement le musulman, mais tout croyant a l'obligation maintenant de philosopher. Pourquoi? Parce que parlant de la philosophie et de la religion, c'est parler de la raison et de la foi. Et la raison et la foi, on a tendance à les séparer, mais en réalité, selon d'aucuns, il n'y a pas une différence entre la raison, ou bien il y a une interdépendance entre la foi et la raison qui se complètent mutuellement. Vous voyez? Et je vais y revenir. Mais pour vous dire tout simplement que donc Averroès lui-même va dire que donc chaque musulman, chaque croyant doit philosopher. Ouais. Pourquoi? Parce que tout simplement, on lui a donné la raison. Et qui lui a donné la raison? C'est Dieu. Dieu a donné à l'homme la raison. Mais si Dieu nous a donné la raison, est-ce qu'il nous a interdit de penser, de réfléchir, de se poser des questions? Mais si Dieu nous donne la raison, c'est pour penser, c'est pour réfléchir. Ouais. D'ailleurs, même Dieu le dit dans le Saint-Coran. Je m'adresse aux gens doués de raison. Il y a une bonne khali laï waxal. Mais bu né yeen borom khali laï waxal quand même. Téréwu ñu xalat. D'ailleurs, même il nous avait recommandé d'aller chercher la connaissance jusqu'en Chine. N'est-ce pas? Alors que pendant ce temps-là, n'est-ce pas, les Chines n'étaient pas, en tout cas... Hein? L'homme honnête, raisonnable, Dieu de raison. Oui, effectivement. Mais effectivement. Alors, donc, c'est ça, c'est la position, en tout cas, des philosophes religieux, n'est-ce pas, dans cette comparaison-là que nous sommes en train de faire entre la philosophie et la religion. Mais également, il y a ce qu'on appelle les philosophes chrétiens. Quelqu'un comme Saint Augustin. Il y a Saint Thomas d'Aquin. Saint Augustin, il dit qu'il faut croire pour comprendre. C'est-à-dire qu'il faut commencer par croire. Et ensuite essayer de comprendre ce que l'on croit. Ouais. Mais qui met en avant toutefois la foi. Et ensuite la raison. Mais il n'est pas interdit que donc la raison doit intervenir sur les affaires de la foi. Il doit aussi croire. Mais quand il croit aussi, on a besoin quand même de comprendre ce que nous croyons.
Ouais. Et ça, maintenant, c'est une étude interpellative, en tout cas, de Saint-Augustin à l'endroit de ceux qui croient et qui croient aveuglément sans pour autant utiliser leur raison. Ouais. Et donc, sur ce rapport, Saint-Augustin nous recommande cela. Saint Thomas d'Aquin, maintenant, dit que entre la raison et la foi, c'est-à-dire que la raison et la foi ne s'excluent pas. Elles ne s'éliminent pas. C'est-à-dire que ces gens-là, dont je viens de citer, sont dans une logique d'asseoir en tout cas une complémentarité entre la religion et la philosophie, mais entre la foi et la raison. N'est-ce pas? Elles sont complémentaires. L'une ne peut pas aller sans l'autre. Ouais. Et donc, ouais. L'exemple du mouridisme. Oui, effectivement. Oui, l'exemple du mouridisme, on a tendance à qualifier les mouridistes, surtout les baïfals, d'être des croyants, je ne sais pas, de façon aveugle, sans pour autant peut-être se poser des questions sur ce qu'ils croient, le marabout ou bien, extra. Ouais. Voilà, très bien, monsieur Bagay. Vous pouvez venir poser des questions. Et donc, sur ce rapport, Saint-Augustin dit que la raison et la foi ne s'excluent pas, elles sont complémentaires. C'est ce que dit Saint-Augustin. Donc, il y a une complémentarité entre la raison et la foi. Ce que veut dire quoi? Que donc, la foi ne peut pas aller sans la raison elle-même aussi ne peut pas aller sans la foi. Et voilà. Et également, Jean-Paul II, la citation de Jean-Paul II. Qu'est-ce que Jean-Paul II nous dit? Jean-Paul II nous dit que la foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit de s'élever vers la contemplation de la vérité. La raison et la foi sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit de s'élever vers la contemplation de la vérité. Qu'est-ce que cela veut dire? Que donc, l'esprit en s'élevant a besoin de ces deux ailes. L'une des ailes, c'est la raison, l'une des ailes, c'est la foi. Prenons le cas d'un oiseau qui se permettrait de voler avec un seul aile. Est-ce que ça sera impossible? Donc il est tout à fait impossible à l'esprit de s'envoler sans pour autant maintenant utiliser ces deux ailes, c'est-à-dire la foi et la raison. Ce qui atteste vraiment de leur complémentarité, n'est-ce pas? Que donc l'une ne peut pas aller sans l'autre. Mais également Leibniz qui dit quoi? Que donc exclure la foi au nom de la raison, si on essaie d'exclure la foi au nom de la raison, c'est comme si on se crevait un œil en espérant mieux voir avec. Imaginez que vous avez vos deux yeux, n'est-ce pas? Et que vous crevez l'un pour espérer mieux voir. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de conserver les deux yeux pour pouvoir mieux voir? Ce que vraiment un œil peut voir, mais deux œils a fortiori, ouais, c'est ça, peut voir plus, ouais. Et c'est ce que donc Leibniz donc va essayer de nous dire, ouais. Et nous recommande tout simplement, Pascal nous recommande d'éviter les deux excès, c'est-à-dire exclure la raison, n'admettre que la raison, c'est-à-dire exclure la raison. Et quand on exclut la raison, on maintient la foi. Donc admettre que la raison, et quand on admet que la raison, admettre que la foi, et quand on admet la foi, on exclut la raison. Il dit que ce sont des deux excès que nous devons, n'est-ce pas, méfier. Parce que l'une mène vers le mysticisme. Si on exclut la raison, en ne faisant croire, en ne conservant que la foi, ça nous mène à ce qu'on appelle la superstition, le mysticisme. Mais si aussi on admet que la foi, c'est-à-dire on admet que la raison, c'est-à-dire éliminer la foi, ça mène vers l'athéisme. Ouais. Ça mène vers l'athéisme. Et nous avons connu donc des philosophes athées qui ont versé donc dans l'athéisme. Je veux citer le cas de Feuerbach, le cas de Friedrich Nietzsche, le cas de, n'est-ce pas, Karl Marx, le cas de Freud, le cas de Sartre, n'est-ce pas, qu'on pourrait appeler par ailleurs, n'est-ce pas, des auteurs athées, n'est-ce pas, pour la bonne et simple raison que donc ces gens-là maintenant, ouais, n'admettent que la raison. En fait, je ne sais pas, mais qu'ils n'admettent peut-être que la raison. Ouais. Et que certainement, peut-être, ils réservent à la fois une petite portion, en tout cas, dans la vie de l'homme. N'est-ce pas? En tout cas, la foi ne peut pas, en tout cas, s'exclure, en tout cas, dans la vie de l'homme. Ouais. Alors donc, voilà, grosso modo, la comparaison qu'on était vraiment... voilà, la comparaison qu'on pouvait peut-être apporter entre la philosophie et la religion. Mais également, il y a aussi d'autres études comparatives. N'est-ce pas? Alors, il y a une comparaison entre la philosophie et le mythe. Le mythe, oui. Alors donc, dans cette étude-là, où on serait amené à comparer la philosophie et le mythe, je pense que la philosophie
comme nous l'avons défini tout à l'heure, est un esprit est caractérisé par l'esprit critique, par le doute, par la remise en question, par l'incertitude, n'est-ce pas? D'ailleurs même qui est sa valeur selon, n'est-ce pas, Bertrand Russell. Mais le mythe également, de même que la religion, n'est-ce pas, est une connaissance qui se fonde sur l'irrationnel. Ouais, le mythe c'est relationnel parce que c'est d'ailleurs défini comme, c'est d'ailleurs défini selon Mircea Eliade comme étant en substance, n'est-ce pas, une connaissance qui se base sur, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il dit à propos? Il dit que donc l'origine du mythe, c'est l'irrationnel, n'est-ce pas? Il dit que donc l'origine du mythe, c'est l'irrationnel. Ouais. Donc il dit que donc c'est une connaissance qui est fabuleuse, n'est-ce pas? C'est une connaissance fabuleuse. Et dans fabuleux, on a la fable, n'est-ce pas? D'origine populaire, c'est-à-dire qui vient de la tradition et qui sont des connaissances, n'est-ce pas, qu'on a créées de toutes pièces par l'imagination. Ouais, le mythe donc dépend de l'imagination, n'est-ce pas? La philosophie dépend de la raison. Ouais, ce qui fait donc la différence entre la philosophie et le mythe, n'est-ce pas? Et donc sous ce rapport entre ces deux disciplines, certes, c'est vrai, donc ces deux disciplines sont contradictoires parce qu'ils n'ont pas les mêmes domaines, mais n'en demeure pas moins que quelque part il y a un lien entre la philosophie et le mythe, n'est-ce pas? Il y a un lien entre la philosophie et le mythe. Et quel est ce lien-là? C'est que la philosophie se base sur le mythe pour pouvoir maintenant partir sur de bonnes bases, élaborer donc un processus de connaissance. Ouais, comme elle partirait sur les opinions, comme elle partirait sur les préjugés. Le mythe lui sert en tout cas d'appui pour pouvoir maintenant enclencher, n'est-ce pas, son processus donc de réflexion. Ce qui veut dire quoi? Que donc la philosophie a besoin du mythe. Mais également, même si, n'est-ce pas, de procédures et de méthodes, n'est-ce pas, ces deux disciplines-là sont différentes, n'est-ce pas, n'en demeure pas moins qu'il y a un lien, comme le premier exemple que je viens de donner, et que donc si l'on se rappelle à Platon, Platon a utilisé souvent le mythe pour pouvoir maintenant mieux expliquer, n'est-ce pas, sa philosophie. Hein? Tiens-moi un peu. C'est-à-dire qu'il utilise le mythe pour expliquer sa philosophie. Et il y a beaucoup de mythes dont nous pouvons citer, n'est-ce pas, que Platon a souvent utilisé pour expliquer, n'est-ce pas, sa philosophie. D'abord, il a ce qu'on appelle le mythe de la caverne de Platon. Le mythe de la caverne. Et c'est quoi le mythe de la caverne? Dans ce mythe de la caverne, il va essayer maintenant de nous faire comprendre les mouvements de sa dialectique philosophique, qui est constituée donc de trois mouvements. Il y a ce qu'on appelle la dialectique ascendante, la dialectique contemplative et la dialectique descendante, n'est-ce pas? Pour maintenant mieux nous faire comprendre, en tout cas, cette théorie philosophique platonicienne, il utilise simplement le mythe, à travers lequel il nous explique comment les hommes vivaient donc dans la caverne qui était considérée comme une caisse, n'est-ce pas, où il n'y avait que de l'ignorance, où il n'y avait que donc, n'est-ce pas, l'obscurité, que donc celui qui veut peut-être atteindre la vérité doit en tout cas faire un périple, un voyage, n'est-ce pas, ascétique, pour faire sortir de cette caisse-là et pour pouvoir prétendre aller du haut pour contempler, n'est-ce pas, le soleil, la lumière, synonyme de connaissance. Et ensuite, quand à partir de ce moment-là, par la contemplation, l'esprit corrobore les grands esprits et donc devient sage, il ne doit pas rester là-bas, il doit descendre sur terre, ce qu'on appelle la dialectique descendante, pour pouvoir maintenant essayer d'éclairer son peuple. Et c'est là d'ailleurs où le philosophe va rencontrer en tout cas des difficultés par rapport à son peuple. Ok? Ouais. Également, il y a d'autres mythes, hein. Il y a le mythe d'Air, n'est-ce pas? Il y a également le mythe le mythe du cheval ailé. Vous voyez, il y a également le mythe de la naissance de Eros, qu'il explique d'ailleurs dans le banquet. Ouais. Et donc, on ne pourra pas peut-être entrer dans ces détails-là, mais comprendre par là que donc, même si la philosophie et le mythe sont tout à fait donc, différents, n'est-ce pas, de procédés, c'est-à-dire de méthodes, il n'en demande pas moins que ces disciplines-là peuvent, n'est-ce pas, également se compléter, n'est-ce pas, et donc peuvent se compléter, etc. Ouais. Donc la philosophie peut dépendre du mythe, tout comme aussi Socrate qui nous dit que donc la philosophie est née du mythe, mais elle est contre le mythe. Il dit que la philosophie est née du mythe, mais elle est contre le mythe. Pourquoi la philosophie est née? Lors du passage du mythos au logos, on constate que donc la naissance du logos provient donc du mythos, que donc la philosophie serait fille du mythe, c'est-à-dire qu'elle est née du mythe,
mais elle est contre le mythe. Et si elle est contre le mythe, c'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes procédés face à la découverte donc, de la connaissance. Ouais. Et donc, c'est ça que j'avais voulu dire, en tout cas, sur cette étude comparative entre la philosophie et le mythe. OK? Voilà. Donc, je pense que je vais peut-être souffler un peu. Oui, d'accord. Mais la deuxième question, peut-être, ça pourra intervenir lorsque j'aborderai l'État. Hein? L'État. OK. Je ne suis pas encore entré dans l'État. Je pense que c'est de là où on pourra, ou bien la liberté, on pourra poser cette question-là. Voilà. Maintenant, je vais souffler un peu. Comme ça, si vous avez peut-être quelque chose à dire, vous le dites, en attendant que je revoie un peu mes notes. Voilà. Professeur Moussé Mongon Ndiaye, professeur lycée Sandiara. Vraiment, vous avez fait un brillant exposé sur la question de la philosophie et la religion, et entre la philosophie et le mythe, sur les liens qu'ils ont eu. En tout cas, les internautes, surtout les candidats du baccalauréat, je sens qu'ils ont beaucoup noté sur cette réponse. Vous abordez des réponses très pertinentes. Sur ce point, moi qui faisais la terminale depuis très longtemps, je me retrouve les cours directement. Oui. Donc, on va passer sur la deuxième étape. Effectivement. Puisque la première était à la hauteur. Moussé Mongon Ndiaye a vraiment montré son amour de la sagesse sur la philosophie. C'est un grand philosophe. Comme disaient les philosophes, philosopher, c'est penser à critiquer. Effectivement. Critiquer, oui. Donc, on va entrer sur la deuxième étape, sur la question de la liberté. Oui, avant cela, oui. Dans l'étude comparative, toujours. Dans l'étude comparative, nous avons eu à comparer la philosophie, la différence qu'il y a entre la philosophie et la religion, la différence qu'il y a entre la philosophie et le mythe, n'est-ce pas, et par ricochet, la différence qu'il y a entre la philosophie et le sens commun. Nous allons, n'est-ce pas, aborder la question relative, n'est-ce pas, à la différence entre la philosophie et la science. Qu'est-ce qui différencie la philosophie et la science? Oui, philosophie et science, quoi. Donc, je suis obligé donc de partir d'une certaine histoire de la philosophie, dont Aristote définit comme étant le savoir de la totalité. Aristote définit la philosophie comme étant le savoir de la totalité. Hein? C'est-à-dire la totalité du savoir. Et qu'est-ce que cela veut dire? Que donc la philosophie a été considérée comme étant une discipline englobante, n'est-ce pas, qui intégrait en son sein toutes les sciences. Ouais. Ok. Et donc pendant ce temps-là, les sciences que nous connaissons actuellement n'avaient pas vu le jour, n'est-ce pas? Et donc sous ce rapport, la philosophie était considérée comme étant la mère des sciences, la reine des sciences. La mère des sciences, la reine des sciences. Ouais. Et donc pendant ce temps-là, il y a d'aucuns qui qualifient cela comme étant un mariage entre la philosophie et la religion. Ils étaient en couple. Mais vous savez, le couple, n'est-ce pas, ne va se maintenir que lorsque, vous voyez, celui qui est censé protéger l'autre est toujours en mesure de le protéger. Mais lorsqu'un couple, le mari n'est plus censé à subvenir aux besoins de son mari, mais ce couple-là va divorcer. N'est-ce pas? Et c'est à cela qu'on va assister. On va assister maintenant à une rupture entre la philosophie et la science. Cette rupture qu'on pourrait appeler divorce, n'est-ce pas, est arrivée, n'est-ce pas, au début du XVe siècle. Je vais d'ailleurs en profiter pour vous lire quelle a été à l'origine, n'est-ce pas, de cette rupture entre la philosophie et la science. Ouais. Et donc, ce divorce est intervenu lorsque, donc, vous voyez, on a découvert ce qu'on pourrait appeler la révolution scientifique et technique du XVIIIe siècle, va entraîner l'essor de la science qui sonne le glas de leur union. N'est-ce pas? En effet, le progrès accélère les termes du divorce entre la philosophie et la science. Dès le XVe siècle, avec qui Copernic, 1473-1543, qui ébranle la thèse longtemps soutenue du géocentrisme défendu par Aristote au profit de l'ethnocentrisme. Alors, cette première rupture est intervenue lorsque, n'est-ce pas, un scientifique du nom de Copernic
Copernic, Nicolas Copernic, qui a d'ailleurs été à l'origine de ce qu'on pourrait appeler la révolution copernicienne, révolution en laquelle il se permettrait de commencer à remettre en cause, n'est-ce pas, la théorie, n'est-ce pas, relative à l'Église, relative à Aristote et à Ptolémée, n'est-ce pas, qui considérait que c'était la Terre qui était le centre de l'univers, n'est-ce pas? Ouais. Alors cette théorie a été battue en brèche, n'est-ce pas, par d'abord Copernic, même si à l'époque il n'avait pas peut-être les moyens, en tout cas, de montrer véritablement sa théorie, les preuves de sa théorie, disant que donc ce n'était pas la Terre qui était le centre de l'univers, mais c'est plutôt le Soleil qui est le centre de l'univers. Quant à la Terre, elle ne faisait que tourner sur elle-même. Ouais, 24 heures sur 24. Ouais. Et donc, c'est ça qu'on appelle donc la théorie héliocentrique copernicienne, qui disait que donc c'était, n'est-ce pas, le Soleil qui était le centre de l'univers, n'est-ce pas, et qui tournait autour, n'est-ce pas, de certaines planètes. Ouais. Alors donc cette théorie-là a été continuée par d'autres penseurs, tels que peut-être, je ne sais pas, Giordano Bruno, que lorsqu'il se mettait à mettre sur pied, donc lorsqu'il se mettait à élaborer cette théorie-là, n'est-ce pas, il a été condamné, il a été brûlé vif, Giordano Bruno. N'est-ce pas? Cette théorie-là a été reprise dans l'histoire par Galilée, lui-même qui a été condamné à l'abjuration. Ouais. Reprise encore par d'autres penseurs, comme je ne sais pas, il y a Galilée, il y a, n'est-ce pas, Newton, n'est-ce pas, etc., etc. Ouais. Et donc, cette théorie-là, qui était apportée pour pouvoir bouleverser en tout cas la connaissance de l'époque, n'est-ce pas, que l'Église, n'est-ce pas, prétendait en tout cas conserver, c'est-à-dire la théorie géocentrique, n'est-ce pas, a été battue en brèche en tout cas depuis la révolution copernicienne par ces penseurs scientifiques-là. Ouais. Et donc, ça va continuer. Ouais, ça va continuer dans le sens où, vous voyez, Francis Bacon, 1561-1626, au XVIIe siècle, va inaugurer ce qu'on appelle la méthode expérimentale en rupture avec la spéculation philosophique. Ouais, Bacon va élaborer ce qu'on appelle la méthode expérimentale. Expérimentale. Et c'est quoi la méthode expérimentale? La méthode expérimentale impose une démarche rationnelle. Une démarche d'abord qui est ternaire, n'est-ce pas? C'est-à-dire ce qu'on appelle la démarche scientifique, qui prend départ sur l'observation des hypothèses. Après avoir observé ces hypothèses-là, maintenant, on va passer à leur analyse de ces hypothèses, faire la synthèse et aboutir à ce qu'on appelle donc une conclusion générale qui peut témoigner donc d'une loi générale scientifique reconnue universellement par la communauté scientifique. Ouais. C'est ça ce qu'on appelle donc la démarche scientifique. Cette démarche-là a été inaugurée donc par Francis Bacon, n'est-ce pas, vers le XVIIe siècle, n'est-ce pas? Mais également, il y a la physique avec Galilée, 1564, 1642, Newton, 1642-1727, qui revendique ensuite son autonomie. Ouais. L'astronomie avec Kepler, 1561-1630, leur emboîte le pas. Au XVIIIe siècle, la biologie avec Claude Bernard, 1813-1878, s'affranchit donc de la méthode de la médecine expérimentale. Et enfin, la science, les sciences sociales à travers Émile Durkheim, 1858-1917, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, conclure définitivement le mouvement de séparation. Il ne sera désormais laissé à la philosophie que la métaphysique, la morale et la logique. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Que donc, les disciplines scientifiques se sont affranchies de la philosophie, n'est-ce pas? Les mathématiques sont sorties de la philosophie. Ouais. La physique également. D'abord, avant les mathématiques, il y a d'abord ce qu'on appelle, n'est-ce pas, l'astronomie. L'astronomie. Il y a la physique. Il y a, n'est-ce pas, la chimie. Il y a également les mathématiques, n'est-ce pas, qui se sont évincées de la philosophie. Que donc la philosophie, pendant ce temps-là, a été qualifiée comme étant une mère, n'est-ce pas, qui perd sa progéniture. Ouais. Et ça a continué jusqu'au XXe siècle, avec les sciences sociales, avec Émile Durkheim. Que donc toutes ces philosophes-là maintenant s'autonomisent par rapport à la philosophie, qui ne dépendent plus de la philosophie, n'est-ce pas, et qui se constituent en domaine autonome, sauf la métaphysique, la logique et la morale, qui étaient des disciplines intimement liées à la philosophie, qui ne pouvaient pas peut-être prendre leur liberté. Ouais. Alors donc, sous ce rapport, nous allons peut-être parler donc de leurs différences réelles, n'est-ce pas? Et parler de leurs différences réelles
n'est-ce pas, nous permet de revenir sur, vous voyez, ce qu'ils ont en commun d'abord, mais ce qui les sépare. D'abord, ce sont toutes deux des savoirs rationnels. La philosophie est une connaissance rationnelle, de même que la science également est une connaissance rationnelle, n'est-ce pas? Ouais. La philosophie est déterminée par la preuve, tandis que la science également, on a le sens donc de la rigueur, pendant que dans la science également, on a la rigueur. Ouais. N'est-ce pas? Alors, ces choses-là vont nous montrer que donc entre la philosophie et la science, il y a certainement une complémentarité, n'est-ce pas? Mais il y a une communauté, n'est-ce pas? Mais leur différence réside en tout cas sur le fait que sur le fait, n'est-ce pas, d'appréhender la vérité. Ok? Sur la façon donc d'apprendre la vérité. Ouais. Et donc sous ce rapport, le scientifique, n'est-ce pas, en pensant, en réfléchissant, vous voyez, il va élaborer, n'est-ce pas, une démarche scientifique. Une démarche scientifique qui va aboutir sur ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la détermination d'une loi, la détermination d'une règle universelle reconnue par tout le monde, n'est-ce pas, encore qu'elle est qualifiée comme étant apodictique, n'est-ce pas, c'est-à-dire les connaissances en sciences sont précises et exactes. Les connaissances en sciences sont précises et exactes, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que il y a dans la science ce qu'on pourrait appeler la mesure, la preuve, vous voyez, et donc il y a en tout cas ce qu'on appelle la quantité, n'est-ce pas? Il y a d'ailleurs même des gens qui vont qualifier la science d'être quantitative, c'est-à-dire que donc dans tout, n'est-ce pas, la science ne fait que mesurer. On peut dire que donc cette table-là va mesurer 5 mètres, cette distance va mesurer 10 mètres, 2 km, tandis que le poids est de tant de kilos, ouais, la capacité est de tant de litres, n'est-ce pas? Alors cette quantification-là, avec le sens de la mesure, n'est-ce pas? Voilà, les unités de mesure impose une exactitude et une précision que la philosophie n'a pas, parce que la philosophie, qualifiée d'être qualitatif, ne fait que qualifier les choses, n'est-ce pas? Quand le philosophe réfléchit sur la beauté, elle ne pourra pas dire qu'elle est beau de 5 mètres, ou bien elle est belle de 5 mètres. Elle ne pourra pas également dire qu'elle est belle de voilà, voilà. Elle est beau ce qui satisfait à mon goût. Oui. Susceptible de satisfaire le goût d'autrui. Oui, effectivement, ça c'est dans l'art. Peut-être que si on a l'occasion, on va y revenir, n'est-ce pas? Mais pour dire que donc entre cette philosophie-là et cette science-là, il y a donc des différences énormes. Ouais. Et donc, en dehors de celle que nous venons de citer tout à l'heure, on peut dire que donc la science tend vers l'universalité. Elle tend vers l'objectivité, je veux dire. Elle tend vers l'objectivité. Tandis que donc la philosophie, vous voyez, tend vers la subjectivité. Ça veut dire quoi? Que donc la science qui tend vers l'objectivité est tout à fait contraire à la philosophie qui tend vers la subjectivité. Ouais. C'est-à-dire que donc leur différence réside véritablement donc dans leur objet d'étude. Objet d'étude. Alors quand le scientifique utilise comme objet d'étude un objet concret et réel, la philosophie par la métaphysique, par la morale, étudie donc des objets qui sont abstraits, tels que Dieu, tels que donc l'âme, etc., etc. Et donc sous ce rapport, elle ne pourra pas donner en tout cas des réponses exactes. Tandis que la science, qui ne s'intéresse que l'objet matériel, n'est-ce pas, peut peut-être donner des résultats exacts. Ok? Mais nous sommes en philosophie, et quand nous sommes en philosophie, rien n'est fixe, rien n'est figé. Tout est discutable. Parce que la philosophie, c'est l'esprit libre. N'est-ce pas? Ouais. Et donc, sous ce rapport entre la philosophie et la science, et que nous allons qualifier, la science que nous allons qualifier donc d'être apodictique et quantitative, objective aussi, la philosophie maintenant est qualifiée maintenant donc de subjective, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'elle est une réflexion personnelle et individuelle, n'est-ce pas? Mais elle est qualitative, ok? Elle n'est pas donc apodictique tout comme la science. D'ailleurs, même c'est là où s'origine, n'est-ce pas, le fait que peut-être qu'on qualifie la philosophie comme étant une discipline inutile, n'est-ce pas, sur lequel on n'a que de la spéculation. La spéculation, ce sont des débats contradictoires, des débats dans lesquels on ne tombe jamais d'accord sur rien. On est resté là à longueur de journée, on discute et on ne tombe sur rien. Alors que les scientifiques, quand ils se rassemblent, n'est-ce pas, c'est pour avoir donc des preuves. Ouais. C'est pour cela donc d'ailleurs que d'aucuns sont amenés à dire que la philosophie est inutile, tandis que la science, qui est là en tant qu'une discipline qui permet de mettre l'homme dans son confort avec les découvertes scientifiques qu'on a, n'est-ce pas? Parce que grâce à la science, on a découvert beaucoup de choses relatives à la médecine, relatives à l'information,
relative à l'industrialisation, relative également en tout cas à ce qu'on appelle la matérialité. Ouais. Et donc sous ce rapport, la philosophie serait qualifiée en tout cas d'incapable, d'inutile face à la science maintenant qui donne à l'homme en tout cas, vous voyez, beaucoup de choses. Ouais. Ok. Que donc maintenant ils se sont mariés, ils se sont divorcés, mais ils seront obligés maintenant de se remarier. Pourquoi? Parce que la science, par ses découvertes, va verser dans des dérives, n'est-ce pas? Et ça va nous permettre maintenant de parler de ce qu'on appelle des avantages de la science et des inconvénients de la science. La science comporte des avantages, mais elle comporte également des inconvénients. Les inconvénients à la science maintenant va permettre à la philosophie de revenir à la charge qui a été qualifiée donc d'inutile, n'est-ce pas? Et donc de ne disposer, n'est-ce pas, de ne disposer pas d'objet pour pouvoir maintenant continuer donc sa réflexion. Ouais. Parce que lorsque maintenant la science tombe dans ces dérives-là, c'est là où doit intervenir la philosophie. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui disait que quand la science enfante, le philosophe doit réagir. N'est-ce pas? Quand la science enfante, le philosophe doit réagir sur cet enfantement-là. N'est-ce pas? Parce que derrière cet enfantement-là, certes, il y a peut-être des avantages, mais il y a forcément des inconvénients qui vont nuire à l'existence de l'homme, qui vont nuire donc à la vie de l'homme. N'est-ce pas? Ouais. Et donc, sous ce rapport, nous allons citer Rabelais qui disait que donc, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Une science qui n'a pas de conscience ne peut être qualifiée comme étant une ruine de l'âme. Ok? Pourquoi? Parce que si la science manque de conscience, cette conscience-là, dont elle manque, doit lui être apportée par la philosophie qui va l'assister, qui va maintenant le conseiller, lui prodiguer des conseils, n'est-ce pas, aux scientifiques, pour pouvoir maintenant, lorsqu'il se met à découvrir quelque chose, qu'il réfléchisse d'abord sur les tenants et les aboutissants de cette découverte-là. Ouais, nous avons connu donc le cas d'Albert Einstein qui a été à l'origine donc la création donc des bombes atomiques, dont les premières intentions n'étaient pas peut-être d'utiliser cela, n'est-ce pas, pour tuer des hommes. Que donc cette intention a été d'abord le fait de vouloir mettre cette bombe-là sous terre et d'éclater la terre, permettant aux hommes maintenant d'avoir accès sur les minerais qui se trouvent sur terre, n'est-ce pas? C'est ça la première intention d'Albert Einstein. Mais qu'est-ce qui se passe encore? On a vu que pendant la Deuxième Guerre mondiale, n'est-ce pas, des hommes politiques, n'est-ce pas, des hommes d'armée ont utilisé cette bombe-là pour pouvoir maintenant tuer des hommes. N'oubliez pas qu'on a largué donc 2 bombes atomiques dans Hiroshima et Nagasaki, n'est-ce pas? Ouais. Et donc ça a été, vous voyez, catastrophique donc pendant ce temps-là, qui a généré donc des milliers et des milliers de morts, n'est-ce pas, au Japon et à Nagasaki, n'est-ce pas? Et donc c'est de cela que la philosophie maintenant a encore du fil à retordre, a encore, n'est-ce pas, un rôle à jouer dans la connaissance, dans la mesure où, à travers une de ces disciplines qu'on appelle l'épistémologie, doit maintenant, vous voyez, revoir la science, revoir ses méthodes, ses procédés, revoir aussi ses résultats, n'est-ce pas? Ouais, donc c'est ça maintenant le nouvel rôle de la philosophie qu'on a entre elle et la science, philosophie, n'est-ce pas? Et sous ce rapport maintenant, on va considérer que la différence entre la philosophie et la science maintenant a été élaborée sous ces termes. Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce fait. Et puisque maintenant le temps nous est imparti, je vais tout simplement entrer peut-être dans d'autres développements, parce que je veux revenir sur la liberté, je veux revenir également sur l'État. Mais cette fois-ci, c'est sous forme de sujet. Voilà, je vais faire cela sous forme de sujet, parce que les élèves ont besoin, n'est-ce pas, d'épreuves pratiques leur permettant maintenant de croire, leur permettant maintenant de prendre note et donc de pouvoir maintenant utiliser cela comme étant des arguments dans leur poche pour pouvoir maintenant argumenter leur dissertation et leurs commentaires. Voilà, donc je vais opérer une toute petite pause, temps de prendre de l'eau et revenir sur... Et dans le domaine de la médecine, n'est-ce pas, et qui vient de nous poser une question extrêmement pertinente, n'est-ce pas, s'agissant de la relation entre la science et la morale. Ouais. Et donc c'est là où peut-être on peut parler donc d'inconvénients à travers la science, parce que on ne peut pas comprendre, n'est-ce pas, dans la science, le fait de vouloir donner à l'occasion, le fait de vouloir donner l'occasion à l'homme de faire des pratiques euthanasiques. C'est ça qu'on appelle l'euthanasie. L'euthanasie, c'est une mort anticipée.
n'est-ce pas? C'est-à-dire que le patient qui est au summum, n'est-ce pas, de sa douleur, veut qu'on abrège sa vie en lui injectant donc une piqûre, n'est-ce pas, ouais, lui permettant alors donc très rapidement d'aller donc dans le monde de l'au-delà. Mais si vraiment il y a problème dans ça, c'est-à-dire que c'est un problème qui est lié à l'éthique et à la morale. Je pense que on pourrait comparer cela comme étant une épreuve suicidaire, n'est-ce pas? Et donc le suicide n'est accepté par aucune religion, aucune morale n'accepte, n'est-ce pas, le suicide, n'est-ce pas? Le fait donc de se donner, n'est-ce pas, la mort. La religion ou bien la morale, n'est-ce pas, en général, nous impose ce qu'on appelle la mort naturelle, c'est-à-dire la mort qui a été causée par Dieu, mais pas une mort qui a été causée par, n'est-ce pas, un homme derrière lequel il y a, n'est-ce pas, cette piqûre-là. Ouais. Donc cette mort-là, qui n'est pas une mort naturelle, qui est une mort artificielle, n'est-ce pas, qui a été causée par un homme, est un sacrilège, n'est-ce pas? Et donc d'autant plus que dans d'autres domaines, hein, on peut prendre des exemples dans d'autres domaines, n'est-ce pas, en dehors donc de ce qu'on appelle l'euthanasie. Il y a également ce qu'on appelle le phénomène des mères porteuses, hein, les mères porteuses. Mais il y a également le phénomène donc des naissances in vitro, n'est-ce pas? D'ailleurs même la science est allée jusqu'à même avoir dans la science la possibilité donc de créer des bébés sans pour autant porter cela, sans pour autant donc les femmes portent leurs bébés, n'est-ce pas? Ouais. Et donc on serait amené peut-être à acheter donc, parce que d'ailleurs il y a des banques de sperme qu'on a actuellement, n'est-ce pas? Qu'on va acheter donc des spermes dont on ne connaît pas alors le donateur, qu'on va en tout cas demander aux médecins de faire mélanger ça à leur ovule pour avoir un enfant, c'est-à-dire un enfant sans père connu. Un enfant avec un père, mais dont le père n'est pas connu parce que le sperme, on ne connaît pas l'origine donc de ce sperme-là. Ouais. Et donc ça pose un phénomène moral. S'agissant, n'est-ce pas, des mères porteuses, c'est-à-dire qu'à la naissance de cet enfant-là, qui a été porté par une mère, qui est certes, c'est vrai, la mère biologique, mais qui n'est pas la mère cellulaire, cet enfant-là sera placé donc dans un embarras de choix. Parce qu'il ne sera pas dans laquelle entre ces deux mères-là est sa véritable maman. La maman qui l'a porté pendant 9 mois est la maman qui a été à l'origine donc de ces cellules. Ouais. Et donc ça pose un problème moral, ça pose ce qu'on appelle un dilemme cornélien, parce qu'il ne saura pas en tout cas laquelle entre ces deux mamans-là est sa vraie maman. Ouais. C'est pour cela donc que la science parfois pose problème, parce qu'il y a des problèmes éthiques, il y a des problèmes moraux donc dans la science. Ouais. Ça peut soulever la question même sur l'avortement provoqué. Voilà, effectivement. Et la question des avortements, oui, effectivement. La question des avortements provoqués, n'est-ce pas? Aucune religion n'accepte pas ces choses-là. Hein? Les avortements provoqués, même la planning familial, hein, n'est-ce pas? Le planning familial, je veux dire autant pour moi. Le planning familial n'est pas permis par certains religieux, n'est-ce pas? Bien que nous le faisons, mais ce n'est pas permis, n'est-ce pas? Et donc ça pose donc un problème d'éthique, ça pose un problème moral concernant maintenant la science. Voilà, merci beaucoup. Voilà, maintenant, voilà, je vais peut-être, voilà, actuellement, voilà, effectivement, c'est-à-dire que le temps nous est imparti et tout à l'heure, n'est-ce pas, on va assister au match Sénégal-Irak. Nous sommes obligés maintenant donc de résumer, voilà. J'avais voulu que donc cette synthèse-là soit à 100% pratique, mais bon, on était obligé maintenant de revenir sur une partie théorique, n'est-ce pas? S'agissant maintenant de la pratique, j'avais peut-être pour proposer 2 sujets, n'est-ce pas? L'un relatif à l'obéissance et à la liberté, l'autre maintenant à l'État et la liberté aussi. Donc le premier sujet, c'est quoi? Obéir, est-ce être libre? Obéir, est-ce qu'être libre? Autrement dit, est-ce que quand un homme obéit, on peut dire par la même occasion qu'il est libre? Est-ce que donc l'obéissance rime avec la liberté? Ok. Ouais. C'est une question, c'est ça le problème, n'est-ce pas? Est-ce que l'obéissance rime avec la liberté? Est-ce que quand un être obéit à quoi que ce soit, à une autorité, à une loi, à une règle, ou bien à une norme sociale, pour autant, est-ce qu'on peut dire que cet être-là est libre? Ok. Alors, si nous avions le temps, nous aurions dû entrer dans la définition de la liberté, n'est-ce pas, qui a beaucoup de définitions. Parce que d'abord, il y a ce qu'on appelle la liberté comme absence totale de contraintes.
La liberté où l'individu qui est libre n'est astreint à aucune liberté, n'est-ce pas? Indépendant, n'est-ce pas? Ouais. Et donc, il y a aussi la liberté considérée comme étant le libre arbitre dont Descartes défend, Aristote, David Hume. Et la liberté également considérée comme étant l'acte gratuit. D'ailleurs même, il y a des preuves, n'est-ce pas, de ces formes de liberté-là, à travers des exemples que nous a donné, donc, vous voyez, la leçon portant sur la liberté, l'An de Buridan et, n'est-ce pas, l'affaire Afcadio dans les caves du Vatican, le livre donc d'André Gide, vous voyez. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir quel est le rapport qui existe entre obéissance et liberté. Voilà. Qu'est-ce que l'obéissance? L'obéissance, c'est le fait, n'est-ce pas, vous voyez, d'accepter. C'est le fait d'être dans une obligation où on serait enclin à accepter en tout cas une chose. N'est-ce pas? Et donc, j'en profite de cette occasion pour dire que les mots comme liberté, comme contrainte, comme obstacle, comme obligation, comme nécessité, ouais, ne riment pas avec la liberté. Parce que ce sont des contraintes qui annihilent la liberté, en tout cas, cette liberté qu'on pourrait appeler une liberté naturelle et individuelle. Et c'est important de préciser. Ouais, il y a deux formes de liberté. La liberté individuelle, qu'on pourrait peut-être assimiler à la liberté naturelle, et la liberté civile, n'est-ce pas, qu'on pourrait assimiler à la liberté qu'on obtient dans un État, dans une société, parce qu'on a obéi aux normes et aux lois de ces sociétés-là, n'est-ce pas? Ouais. Ce qui veut dire quoi? Que donc, dans un premier temps, on va essayer de défendre la position selon laquelle, dans la thèse, obéir, c'est être libre. On va, n'est-ce pas? On ne va pas se poser des questions. On va concevoir d'abord, dans un premier temps, qu'obéir, c'est être libre. Et dans quelle mesure on pourra peut-être apporter des arguments, n'est-ce pas, pour pouvoir maintenant argumenter cette affirmation. Obéir, c'est être libre. Et donc, peut-être on pourra peut-être utiliser les arguments de Jean-Jacques Rousseau lorsqu'il dit que donc là où il n'y a pas la loi, là où il n'y a pas la loi, il ne peut pas y avoir de liberté. Pour qu'il y ait forcément une liberté, il faut qu'il y ait l'existence d'une loi censée garantir cette liberté-là. Ouais. Et par la même occasion, c'est à lui de dire que donc se prescrire à la loi, n'est-ce pas, obéir à la loi qu'on s'est prescrite est une liberté. L'obéissance à la loi, dont c'est, comment dirais-je, obéir à la loi qu'on s'est prescrite est une forme de liberté. C'est-à-dire que donc ici, l'obéissance, n'est-ce pas, considérée comme étant une contrainte, va finalement générer une liberté. Et vous savez très bien que quand vous vivez dans un État, il y a des lois. Et vous êtes obligé donc d'accepter ces lois-là. Ouais, d'obéir à ces lois-là. Et ce n'est que dans ce sens-là qu'on pourra être libre. Parce que si vous transgressez la loi, si vous n'acceptez pas la loi, ouais, mais vous ne serez plus libre parce qu'on va vous prendre et on va vous mettre en prison. Et quand on vous met en prison, on perd cette liberté-là. Mais encore une fois de plus, que cette liberté-là, qu'on obtient au sein de l'État, on ne peut l'avoir qu'après avoir obéi. Donc c'est une liberté qui va avec l'obéissance. N'est-ce pas? Ouais. Alors, dans un second, il y a beaucoup d'auteurs qui ont parlé dans ce sens. Hein. Je n'ai cité que Jean-Jacques Rousseau. Mais il y a d'autres qui ont d'ailleurs, même si nous prenons le cas donc, de Spinoza, bien que peut-être lui, donc, dans un sens global, il parle donc de la nécessité. La nécessité, c'est-à-dire que donc, il dit que la liberté, c'est une acceptation de la nécessité. Et qu'est-ce que c'est la nécessité? La nécessité relève de ce qui est nécessaire, n'est-ce pas? Et ça va nous permettre maintenant de parler sur ce qu'on appelle les trois types de déterminisme. Il y a donc, n'est-ce pas, trois types de déterminisme, hein, qui pourra nous permettre de dire que donc l'homme est déterminé en tout cas en tout état de cause. Il y a ce qu'on appelle d'abord le déterminisme naturel, parce que l'homme est lié à la nature, n'est-ce pas? D'ailleurs même il y a des gens qui disent que l'homme est une nature naturée par une nature naturante. Et si l'homme est une nature qui est naturée par une nature naturante, c'est qu'il dépend de cette nature-là, n'est-ce pas? Et en termes de besoins aussi, il y a ce qu'on appelle des besoins qui sont naturels et nécessaires, n'est-ce pas? Et ces besoins-là qui sont naturels et nécessaires, on ne peut pas s'en passer. On ne peut ne pas manger, on ne peut ne pas boire, on ne peut ne pas déféquer. Voilà. Effectivement, voilà, très bien. Et donc ce rapport, vous voyez, la liberté, vous voyez, est totalement une acceptation de la nécessité selon Spinoza. Mais il y a également, n'est-ce pas, d'autres penseurs. Hein? Alors, de l'autre côté, c'est-à-dire dans l'antithèse, on peut dire que obéir, n'est-ce pas, ce n'est pas la liberté. Effectivement,
le fait d'obéir ne rime pas avec la liberté. D'ailleurs, même cela va nous permettre, si nous avions peut-être eu l'occasion de développer, n'est-ce pas, la leçon portant sur l'État, cela va nous permettre maintenant de dire que va nous permettre donc d'élaborer la théorie des anarchistes, Bakounine, n'est-ce pas, Joseph Proudhon, Karl Marx, ouais, de Frédéric Nietzsche, n'est-ce pas, qui sont, n'est-ce pas, des théoriciens, n'est-ce pas, qui ont théorisé sur l'État, disant que donc l'État, n'est-ce pas, nous prive de notre liberté. Pourquoi? Parce que de par ces lois, et de par les lois, et de par le fait que l'on obéisse aux lois de l'État, cela va nous priver de notre liberté. Il y a d'ailleurs même quelqu'un d'entre eux, je pense que c'est comment dirais-je, Bakounine, qui disait que l'État est considéré comme étant une immense cimetière où viennent s'enterrer nos morts, où viennent s'enterrer toutes les manifestations de la vie individuelle, autant pour moi. L'État est un immense cimetière où viennent s'enterrer toutes les manifestations de la vie individuelle. C'est-à-dire que donc l'État est considéré comme étant, n'est-ce pas, une cimetière où toutes nos libertés viendront maintenant s'enterrer. Okay? Donc en vivant dans un État, ouais, nous sommes privés de notre liberté, mais encore une fois de plus, cette liberté individuelle et personnelle, mais cette liberté naturelle, qui est d'ailleurs qualifiée par liberticide, comme liberticide, n'est-ce pas, ou bien libertinage. Parce que ce sont des libertés dangereuses. La liberté naturelle est une liberté dangereuse. Parce que si tout le monde en use, ce sera la catastrophe. D'ailleurs, même il y a quelqu'un qui disait que donc, la liberté s'arrête là où commence, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Ouais. Voilà, donc dans ce point-là, qu'on pourrait appeler peut-être l'antithèse, n'est-ce pas, de ce sujet-là, on ne peut que peut-être, vous voyez, danger dans ces arguments-là pour pouvoir maintenant étayer cette antithèse. Il y en a d'autres, hein, mais comme nous venons de le dire tout à l'heure, n'est-ce pas, nous sommes confrontés à un problème de temps. Et voilà, donc s'agissant maintenant du sujet numéro 2, l'État est-il ennemi de la liberté? L'État est-il ennemi de la liberté? Ouais. Alors, dès l'entame, lorsque nous lisons ce sujet-là, n'est-ce pas, on est en face, n'est-ce pas, d'un problème, n'est-ce pas? Parce que ici, quand on dit que l'État est-il ennemi de la liberté, cela veut dire que donc dans la thèse, on va dire que l'État, c'est vrai, c'est un ennemi de la liberté. Et dans l'antithèse, l'État, ce n'est pas l'ennemi de la liberté. Mais la problématique, c'est quoi? C'est que comment l'État, qui a été fondé, créé, comme étant garant de la liberté, mais de la sécurité des personnes et des biens, comment il peut se retrouver du coup être l'inimitié d'une certaine liberté? C'est un paradoxe. S'il a été créé pour défendre la liberté des individus, comment il peut devenir l'ennemi de cette liberté-là? N'est-ce pas? Et donc à partir de ce moment-là, on est obligé de revenir sur le terme liberté. Parce qu'à partir de ce moment-là, il y a problème parce qu'il y a différents types de liberté. Donc la liberté selon laquelle l'État en est ennemi, cette liberté-là, ce n'est rien d'autre que la liberté individuelle, la liberté naturelle, qui permet à l'homme de faire tout ce que bon lui semble. L'État est ennemi de cette liberté-là. Ouais. Mais si l'État devient ami d'une liberté, c'est cette liberté-là dont lui-même il est censé garantir, n'est-ce pas? Mais garantir dans la mesure où celui qui, n'est-ce pas, est un adhérent par rapport à cet État-là, obéit à la loi, respecte, n'est-ce pas, les principes, n'est-ce pas, élaborés par la Constitution, les principes élaborés par la justice. Sous ce rapport, l'État devient ami de cette liberté-là, qu'on pourrait qualifier donc d'une liberté civile qu'on obtient après avoir obéi. Donc c'est une liberté sous caution. La caution c'est quoi? C'est-à-dire on doit obéir ou bien on doit payer. Ce n'est que uniquement dans ce sens-là qu'on peut obtenir une liberté. D'ailleurs même les prisonniers, quand on les emprisonne, s'ils disposent d'une caution, parce que quand on les emprisonne, ils perdent leur liberté. Mais peut-être qu'ils disposent d'une caution qui vont leur permettre maintenant, vous voyez, de jouir de leur liberté, n'est-ce pas, et donc de sortir de ces geôles-là. Ouais. Et donc ce n'est que dans ce sens-là peut-être qu'on pourra traiter alors ces sujets-là, pourvu que, alors il y a beaucoup de choses à dire, hein, il y a beaucoup de choses à dire, n'est-ce pas? On pourrait peut-être prendre 3 heures de temps pour pouvoir étayer ces sujets-là, mais puisque véritablement le temps nous est imparti et que, n'est-ce pas, ces gens-là avec qui nous sommes veulent vraiment suivre le match, on est obligé maintenant d'arrêter ici. Et certainement donc d'avoir peut-être demandé à Dieu de nous donner d'autres occasions, nous permettant maintenant vraiment d'entrer en fond sur ces choses-là. Voilà. Vraiment, ça a été un plaisir vraiment de venir ici à la station, vous voyez,
TV Al-Azhar TV, alors apporter un tout petit peu, n'est-ce pas, une petite chose par rapport aux candidats qui doivent maintenant subir l'examen du baccalauréat. Ça a été un plaisir. Et vraiment, on aurait voulu que cela vraiment se déroule dans un maximum de temps qui va nous permettre maintenant de dire tout ce que l'on pense. Alors la philosophie est constituée donc de 4 domaines. 4 domaines qui nous est impossible de faire cela en un an. Raison de plus en une soirée. On vient tout juste de boucler 2 heures de temps. On a essayé de ramasser donc par-ci et par-là, n'est-ce pas, quelques théories, n'est-ce pas, et quelques pratiques. Et voilà, donc vraiment, on aurait souhaité alors le maximum de temps pour pouvoir vraiment venir à fond sur ces choses-là. Alors donc, je remercie Madjembe de nous avoir invités. Nous remercions également Elhadj Mboup qui nous a assistés, n'est-ce pas, et qui s'est rappelé de ses cours de terminale. Nous remercions également, n'est-ce pas, Megueye Gueye, infirmier d'État, qui a posé vraiment de pertinentes questions, vraiment, qui demandait beaucoup de temps pour répondre à ces questions-là. Et je félicite également ceux qui nous ont, n'est-ce pas, permis de réaliser cela. Remercier Madjen Ndiaye du mouvement And Defar Taïba, également qui a été à l'initiateur, n'est-ce pas, de cette synthèse, ouais, si on peut l'appeler ainsi, n'est-ce pas, qui a payé les frais et par ricochet les responsables politiques qui se trouvent donc dans ce village de Taïba Mbaye, et qui sont donc des responsables politiques du mouvement And Defar Taïba. Je remercie tout le monde et à bientôt. Merci beaucoup. Wow, merci beaucoup, M. Ndiaye. Donc vraiment, comme je le disais tantôt, par rapport à mes propos, c'est juste dans le sens en tout cas des remerciements vraiment incommensurables à l'endroit de M. Ndiaye, l'éminent professeur de philosophie, vraiment qui vient apporter son soutien à l'endroit des candidatures, des candidats pour la préparation de l'examen du baccalauréat pour la session 2026. Nous remercions aussi M. le président directeur général de Al-Azhar TV, M. Madjembe Mbaye. En tout cas, nous remercions tous les partenaires, en tout cas, qui sont en tout cas faire en tout cas un acte pour la réalisation de cette émission et qui vient à son heure. Et comme je le disais toujours, nous sommes dans une commune où vraiment nous avons tous les talents, nous avons toutes les compétences et toutes les personnes et tous les hommes en tout cas qui peuvent développer cette commune, surtout dans le domaine de l'éducation. Vraiment, nous vous remercions de votre déplacement. Nous avons bien assisté en tout cas à votre émission et nous avons appris beaucoup de choses. Et je pense que l'ensemble des candidats aujourd'hui étaient à l'écoute et suivaient en direct cette émission et qui peut leur apporter beaucoup de choses. Vraiment, si tout le monde faisait comme ça dans son domaine, je pense qu'on pourrait avoir amélioré les conditions, en tout cas, de réussite de nos candidats, et qui peut être vraiment, en tout cas, une chose excellente dans la commune de Taïba Ndiaye. Je pense que ce sera des choses qui seront pérennisées et que nous allons continuer à exercer et nous allons continuer à faire dans cette commune. Vraiment, nous vous remercions et nous vous disons que nous sommes totalement satisfaits. Moi, personnellement, j'étais vraiment séduit par la présentation, j'étais vraiment séduit par le discours. Et vraiment, je sais que nous sommes devant, en tout cas, une personne qui maîtrise son domaine de compétences. Nous avons, en tout cas, une personne que, en tout cas, la commune de Taïba Ndiaye peut porter son espoir, en tout cas pour la réussite de tous les candidats à l'examen de baccalauréat. Donc ce sont les quelques mots que j'avais à dire. Et vraiment, vous avez répondu clairement et justement à notre question. Et je pense que ça peut nous permettre, nous aussi, vous avez essayé d'extrapoler, je peux le dire entre guillemets, par rapport à la science que nous exerçons aujourd'hui. Parce que moi, personnellement, je suis dans le domaine de la santé, dans le domaine de la médecine de manière générale. Et je pense que, comme vous avez dit tout à l'heure, intrinsèquement, la médecine et la science, en tout cas, sont liées intrinsèquement à la philosophie. Tout ce que la science ou bien la médecine dit, en tout cas, ça va tourner ou bien ça va aboutir, en tout cas, à des propos scientifiques, mais aussi à des propos, à des décisions de la philosophie. Donc, nous vous disons merci et je pense que nous comptons prochainement à avoir des éditions dans d'autres, en tout cas, instances, en tout cas, pour pouvoir développer, en tout cas, la commune de Taïba Ndiaye. Merci à vous, M. Ndiaye. Merci à vous, Oustaz Madjembe, président de Al-Azhar TV. Jërëjëf.